Bonsoir Lucie, bonsoir Jean. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous. Alors nous allons laisser peut-être un petit peu de temps aux personnes pour rejoindre la salle virtuelle. Donc si les personnes qui nous écoutent peuvent nous dire déjà d'où elles sont, ceux qui sont familiers de nos webinaires sont habitués à ça pour qu'on puisse faire notre petit tour de France et du monde. Donc, alors, j'ai une personne qui est dans le Var, une personne qui est de Peñíscola en Espagne, une personne qui est de Montpellier, de Lyon, de Nice, de Bruxelles, la Dordogne également, Lille, Paris, la Belgique, voilà, Bruxelles, Bordeaux, les Hautes-Pyrénées, les Ardennes, voilà. Bienvenue à tous, donc. La Bretagne, le Maine-et-Loire, voilà, là je crois que effectivement nous avons la plupart des personnes connectées, donc nous allons pouvoir commencer. Ouais, je vois on a même des personnes de Lisbonne, Afrique du Sud, waouh, c'est incroyable. Oui, c'est les personnes d'Afrique du Sud de la dernière fois, je pense. Voilà, donc bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Alors, ce webinaire est donné par l'éditeur du professeur Henri Joyeux et de Jean Joyeux. Donc, c'est la maison d'édition Le Rocher. Donc, chaque mardi jusqu'au 15 décembre, nous allons rencontrer ensemble des auteurs du Rocher sur des sujets aussi divers que la neurodiversité, les éoliennes, la solidarité intergénérationnelle, le rôle des aidants. Et nous sommes ce soir réunis donc pour parler d'un sujet santé, celui du foie, cet organe extraordinaire, vous allez le voir, qui a besoin de tout votre amour. Donc, professeur Henri Joyeux, vous êtes chirurgien cancérologue et chirurgien des hôpitaux. Vous avez aussi enseigné à la faculté de médecine de Montpellier. Vous avez publié de nombreux best-sellers sur l'alimentation, entre autres Changer d'alimentation et Manger mieux et meilleur, lequel est d'ailleurs coécrit avec votre fils Jean Joyeux. Jean Joyeux, vous êtes micronutritionniste, enseignant en nutrition à Genève et à l'Université de Bourgogne. Voilà, donc merci à tous les deux d'être là. Merci d'avoir écrit ensemble ce livre qui vient de sortir, donc Votre foie a besoin d'amour. Nous allons parler de cet organe. Alors, je vais, comme d'habitude, vous proposer d'introduire ce sujet. Pendant ce temps-là, moi, je prends les questions que vous tous qui assistez à ce webinaire pouvez avoir. Alors, c'est normal que vous ne voyez pas les questions des autres. C'est pour des raisons de confidentialité. Il n'y a que moi et puis les intervenants éventuellement qui peuvent consulter ce chat. Donc, généralement, voilà, j'essaye de poser les questions qui reviennent le plus souvent, qui sont, qui peuvent intéresser tout le monde. Donc, après la phase d'introduction, nous commencerons cette phase de questions-réponses. Voilà, le webinaire est enregistré. Vous aurez tous accès dans les prochains jours à cet enregistrement, simplement en renseignant votre adresse mail d'inscription et le replay sera disponible sur le site de l'éditeur, c'est-à-dire le site du Rocher. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien tout de suite sur le chat. Voilà. Professeur Jean, je vous laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup. Bonsoir Lucie, bonsoir Jean, bonsoir à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez. D'abord, il faut que je vous explique pourquoi j'ai décidé avec Jean d'écrire un livre sur le foie et pourquoi nous avons pensé que le mieux était de l'appeler avec ce nom, Votre foie, ce thème a besoin d'amour. D'abord, je suis, vous le savez pour certains, beaucoup d'entre vous, cancérologues, chirurgiens, et il s'avère que j'ai beaucoup, malheureusement, été obligé d'opérer des patients pour des problèmes de cancer du foie et en même temps de soigner des personnes dans les suites des interventions chirurgicales ou bien de soigner des personnes pour lesquelles il n'y avait pas d'indication de chirurgie, pas besoin d'opérer au niveau du foie, mais nécessité de donner des traitements qui puissent être efficaces pour neutraliser des pathologies au niveau du foie, que ce soit des pathologies infectieuses, des pathologies par exemple virales, ou bien que ce soit des pathologies tumorales, bénignes ou malignes, parce que vous verrez que quand nous parlerons des pathologies, il y a des maladies bénignes du foie qui peuvent mal tourner, et puis il y a des maladies
grave, beaucoup plus grave, cancéreuse, mais que l'on peut arriver aujourd'hui à traiter d'une manière efficace. Alors, avant de vous parler des fonctions du foie, c'est surtout Jean qui va vous en parler parce qu'il les connaît, je dirais, beaucoup mieux que moi. Moi, je vais vous parler du foie et de sa position, et vous dire un petit peu comment il est constitué, à quoi il ressemble, et en même temps vous faire prendre conscience que si nous pouvons nous passer d'un rein ou même de deux reins, parce qu'on a le rein artificiel, eh ben nous n'avons pas, pour l'instant en tout cas, le foie artificiel. J'ai beaucoup Professeur, pardonnez-moi, est-ce que vous pourriez dire, on entend des bruits de cuisine derrière, on les entend distinctement. Excusez-moi. Alors, bon, c'est mon épouse, vous avez tout à fait raison. Merci et excusez-nous. Donc, on va tout d'abord, donc, première chose à dire, on ne peut pas vivre sans son foie. On peut vivre sans un rein, sans deux reins, utiliser le rein artificiel. On peut même vivre sans intestin. J'ai créé ce qu'on appelle l'intestin artificiel. Vous voyez, donc on peut vivre sans intestin, mais sans foie, c'est pas possible, et sans cerveau, c'est pas possible. Et sachez déjà que nous avons, avec notre foie, 1/3 de plus de cellules hépatiques dans le foie par rapport aux cellules de notre cerveau. Dieu sait que des cellules dans le cerveau, nous en avons beaucoup. C'est dire combien cet organe, on parle même de glande, une glande hépatique, parce qu'elle est capable de faire des choses absolument extraordinaires, eh bien, combien cette glande est importante. Alors, elle est située où? Elle est située d'abord dans l'abdomen, ça tout le monde le sait. Souvent, on le situe beaucoup plus bas de sa véritable position. Normalement, chez quelqu'un qui va bien, qui n'est pas malade au niveau du foie, on ne peut pas le palper. On ne peut pas le palper. Parce qu'il est caché sous les côtes droites, si vous voulez, pour ceux qui sont les plus fréquemment, les humains ont pour la plupart d'entre eux le foie qui est à droite, mais le foie a deux parties, une partie qui est nettement à droite et une partie plus petite qui est à gauche. C'est pour ça qu'on parle d'un foie droit et d'un foie gauche. Bon, on parle même d'un lobe droit et d'un lobe gauche. Ça veut dire que pour le chirurgien, c'est important à avoir en tête parce qu'il peut se faire qu'il soit obligé d'enlever le lobe droit lorsqu'il est malade et de conserver le lobe gauche qui ne l'est pas, ou inversement. Alors, comment est-il constitué? Bien, c'est une sorte d'éponge, si vous voulez, d'éponge solide, assez ferme, qui a une couleur bronzée au sens marron, rouge et assez une belle couleur. Et c'est une éponge de sang qui a une capsule importante qui le tient bien, qui le retient bien et qui reçoit plusieurs types de circulation. Il reçoit une circulation qui vient de l'intestin et dans cette circulation, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent de l'intestin, c'est-à-dire que quand nous mangeons, nous avons la digestion, puis nous avons ensuite l'absorption. Après l'absorption, c'est le passage des nutriments. On prend des aliments, ces aliments sont coupés en petits morceaux par des enzymes et ils vont passer au travers de l'intestin pour arriver dans une veine, différentes veines qui se réunissent dans une veine qui a un nom pour nous chirurgiens, qui est un très joli nom, qui s'appelle la veine porte. Pourquoi porte? Parce que dans le passé, on disait que c'était la porte de l'âme. Il n'y a rien à voir avec l'âme, mais simplement c'est la veine d'entrée dans le foie qui a un sang qui contient des nutriments. Alors ensuite, il y a quand même une artère qu'on appelle l'artère hépatique, l'artère du foie. Cette artère qui amène un sang rouge par rapport à la veine porte, qui amène un sang qui est plutôt un sang assez foncé, qui est plutôt bleu, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est très important à bien comprendre. Ce sont les entrées du sang dans le foie. Et ensuite, il y a une énorme sortie. Et cette énorme sortie, ce sont 3 grosses veines qu'on appelle les veines sus-hépatiques, donc au-dessus du foie, et qui vont transporter ce sang qui est rentré dans le foie et qui a été, je dirais, travaillé par le foie. Nous allons voir les fonctions du foie pour que ces différentes fonctions puissent ressortir vers le haut dans ces veines à la sortie du foie et aller directement vers le cœur pour que le cœur puisse s'en occuper et
ainsi ce sang puisse aller circuler dans tout l'organisme, je dirais, de la tête aux pieds. Alors ça, ce sont donc les circulations avec du sang veineux, plutôt foncé, celui de la veine porte, du sang artériel, rouge, vermillon, et puis le sang de la sortie, qui est un sang plutôt veineux, assez foncé, qui va aller vers le cœur. Mais il y a une autre circulation, qui est une circulation absolument passionnante et qui est pas très bien connue, qui est une circulation lymphatique. Oui, lymphatique, vous savez déjà, parce que nous en avons parlé dans différents webinaires sur l'immunité, que la lymphe contient des lymphocytes et que la lymphe a un rôle immunitaire très important. Eh bien, nous avons effectivement une circulation lymphatique qui est extrêmement fine, que l'on ne voit pas même quand on opère le foie, mais qui circule et qui fait que le foie peut être protégé par cette circulation lymphatique et par des cellules particulières. Il y a à peu près un tiers des cellules du foie qui sont là pour le protéger. Un tiers des cellules du foie sont là pour le protéger. Ça, c'est très important à comprendre. C'est donc un organe, une glande hépatique absolument essentielle qui a une protection cellulaire qui est extrêmement utile. Alors, l'autre circulation, c'est une... Aïe, oui, il a quitté. Nous avons perdu le professeur. Alors, il est revenu. Le revoilà. Excusez-moi, je reviens, voilà. J'avais passé la parole à Jean. Voilà, l'autre circulation, c'est une circulation biliaire. Ça veut dire que au milieu de tous ces vaisseaux, eh bien, il y a des canalicules biliaires qui se réunissent les uns les autres comme des petites rivières qui se réunissent en un fleuve. Et le fleuve, en réalité, c'est ce qu'on appelle le canal hépatique qui va devenir le cholédoque. Beaucoup de gens ont entendu parler du cholédoque. Cholédoque, ça veut dire en latin ductus, conduire, et coller la bile. Donc le cholédoque, il reçoit la bile de tout le foie. Donc nous verrons dans les fonctions cette fonction biliaire qui est absolument essentielle. Et cette fonction biliaire fait donc que le foie fabrique tranquillement au minimum 1 litre de bile chaque jour. Quand vous vous dites « je me fais de la bile », eh bien, en réalité, nous en faisons tous, et nous faisons tous de la bile, mais dire « je me fais de la bile », ça a une signification plutôt d'ordre un petit peu pessimiste, n'est-ce pas? Eh bien, vous ne direz plus « je me fais de la bile » parce qu'on vous dira « mais oui, heureusement que vous faites de la bile », parce que si vous n'avez pas de la bile qui sort de votre foie, parce que le foie va la fabriquer, eh bien, vous allez avoir une jaunisse. Ah, une jaunisse, ça veut dire tout simplement que la bile ne sort pas du foie et si elle reste dans le foie, elle risque de passer dans la circulation sanguine qui est tout au fait autour d'elle et à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec la jaunisse, avec les yeux jaunes, on parle d'un ictère. Donc ça, c'est très important à bien comprendre, le foie droit, le foie gauche, une circulation, une double circulation vasculaire qui rentre dans le foie. On pourrait dire comme, si vous voulez, une circulation d'entrée qui serait ma main en bas et une circulation de sortie, mais c'est pas une circulation qui fait que tout ce qui rentre sort, pas du tout, puisque ce qui rentre va être utilisé par le foie qui va faire son travail. Et vous allez voir qu'il a un très, très grand nombre de fonctions. Et pour le chirurgien, jusqu'à encore une vingtaine d'années, eh bien, le foie faisait peur. Pourquoi il nous faisait peur? Parce que, vous l'avez compris, il y a beaucoup de circulation de sang dans ce foie et que quand on a une plaie du foie, quand on a un accident de la circulation avec un risque de déchirure du foie, eh bien, on peut perdre la vie par hémorragie tout simplement parce que ça saigne beaucoup et donc les chirurgiens d'une manière générale avaient assez peur du foie. Maintenant, cela va mieux, nous avons des techniques pour pouvoir, je dirais, être efficaces sans mettre la vie de la personne en danger, mais sachez que il y a eu pendant très longtemps des peurs pour les chirurgiens et peu de chirurgiens osaient s'aventurer dans le foie. Voilà. Alors là, vous avez un peu le positionnement du foie, mais nous verrons que avec les différentes maladies, quand le foie se met à grossir, parce que quand il va pas bien, c'est plutôt pour grossir
que pour maigrir, eh bien, quand il va pas bien, il va sortir au-dessous de vos côtes à droite et on va pouvoir le palper, on va pouvoir l'examiner, on va pouvoir, je dirais, exprimer à son patient en lui disant, bah, écoutez, vous avez un foie qui déborde de ce qu'on appelle le rebord costal à droite, parfois à gauche, et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une hépatomégalie. Eh bien, mégalie, ça veut dire important, fort, au point de vue de la grosseur, et hépatomégalie, ça veut dire que c'est un foie qui est gros, qui est important et qui est pathologique. Un foie donc normal ne doit pas dépasser du rebord costal. Voilà, ça c'est extrêmement important à comprendre. Alors maintenant, je vais demander à Jean de nous parler des fonctions. Évidemment, on pourrait en parler pendant des heures. Tout cela est très fortement expliqué, parfois un peu dans le détail d'ailleurs, dans le livre, sur cette thématique, votre foie a besoin d'amour. Alors Jean, à toi. Merci, bonsoir à tous. Effectivement, c'est un organe qui est véritablement passionnant et il y a vraiment de quoi en tomber amoureux, comme l'a dit quelqu'un. C'est un organe particulièrement important pour le nutritionniste parce que, comme donc on vient de vous l'expliquer, le sang qui provient de l'intestin, c'est-à-dire qu'il y a le sang qui a récupéré tous les nutriments qui ont été digérés puis absorbés par l'intestin grêle, remonte dans son écrasante majorité jusque dans le foie et le foie va recevoir les nutriments et ensuite il va être capable d'en stocker une partie et d'en redistribuer une partie. Et l'exemple le plus parlant, c'est celui de la glycémie, c'est-à-dire la quantité de glucose dans le sang. Pas la quantité de sucre dans le sang, mais la quantité de glucose, il faut être précis. Et cette quantité de glucose, elle ne doit pas être trop élevée parce que sinon, ça risque de provoquer un phénomène de glycation que les diabétiques surveillent très étroitement, et qui sont très dangereux pour le cerveau, pour la circulation, qui peuvent déclencher des pathologies importantes. Donc trop de glucose dans le sang, c'est dangereux, et pas assez, ça peut être dangereux. Si on descend très très vite et très très bas, eh bien on peut mettre le cerveau en danger assez important. Donc il faut réguler un équilibre, et cet équilibre, c'est ce qu'on appelle donc l'homéostasie, c'est-à-dire que c'est un équilibre dynamique. Donc le foie, il va avec l'aide d'enzymes comme l'insuline, faire baisser un peu la glycémie en stockant du glucose, ou alors sous l'effet d'une autre hormone qui s'appelle le glucagon, il va remonter si jamais on a fait une petite hypoglycémie. Et il y a des ajustements qui se font donc avec l'aide d'autres hormones, d'autres même neurotransmetteurs, d'autres messagers. Donc une régulation qui se fait de manière extrêmement régulière, qui doit fonctionner parfaitement. Eh bien, cette régulation, elle concerne le glucose, bien sûr, mais elle concerne aussi les acides aminés. Donc elle concerne aussi les vitamines, certaines vitamines qui sont transformées par le foie avant d'être activées. Je pense particulièrement à la vitamine D. On sait que les patients qui ont un foie malade sont facilement carencés en vitamine D, même s'ils sont bien exposés au soleil, ça ne suffit pas forcément pour ces patients-là. Donc il y a des rôles d'une très très grande importance au niveau de la réception et de la redistribution des nutriments. Mais aussi, le foie, il a ces aspects encore plus diversifiés qui me font un peu penser à la pierre philosophale. Vous savez, cette pierre sur laquelle on a beaucoup fantasmé pendant des millénaires, qui aurait été capable de changer le plomb en or et peut-être même de participer à la création d'une sorte d'élixir de jouvence. Le foie, il a beaucoup de traits communs avec cette pierre philosophale puisqu'il est littéralement capable de transformer des substances qui passeraient pour des déchets en substances absolument fondamentales. Un exemple auquel on pense souvent quand on fait du sport, on pense souvent à l'acide lactique qui fait un peu peur, alors qu'on sait que le foie est capable de le métaboliser, de le réutiliser de manière extrêmement efficace. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important pour quelqu'un qui fait du sport, qui a des objectifs sportifs, ou quelqu'un qui fait du sport pour sa santé, d'avoir un foie qui fonctionne bien pour être capable de réguler la glycémie pendant l'effort et puis réguler justement le métabolisme de cet acide lactique qui n'est pas du tout aussi dangereux que ce qu'on a pu penser il y a bien longtemps. Ensuite, c'est une pierre philosophale parce qu'il est capable de transformer certains corps gras en acides aminés. Il est capable de transformer les acides aminés en glucose. Si vous n'apportez pas suffisamment de sources de glucose, eh bien, il va être capable d'utiliser certaines parties des protéines, certaines autres molécules d'ailleurs,
il va être capable de les retransformer en glucose. Donc, c'est véritablement une usine biochimique absolument extraordinaire. Et pour vous donner une idée je dirais, des potentialités de cette grande versatilité du foie, je peux vous donner un exemple tout simple. Vous avez une cellule qui est la plus représentée dans le foie, qui s'appelle l'hépatocyte, donc cellule hépatique étymologiquement. Et cet hépatocyte, il a une trousse à outils. Et dans cette trousse à outils, il a plein de ce qu'on appelle les enzymes en biologie. Les enzymes, ce sont des sortes de pinces, sauf que vous avez une pince spécifique à chaque type, chaque famille de molécules. Donc, vous avez un niveau de spécificité qui est absolument énorme. Et donc, ces sortes de pinces, eh bien, elles ont pour rôle de fixer une molécule et ensuite avec un chalumeau, avec un autre outil et à l'aide de l'intervention de certains cofacteurs, donc qui sont les vitamines du groupe B, qui sont les oligoéléments, eh bien on va être capable de transformer cette molécule. Et donc ces enzymes-là, on les appelle des cytochromes parce qu'ils donnent une couleur typique au foie. Et dans ces cytochromes, la raison pour laquelle ils ont une couleur particulière, c'est parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans oligoéléments comme le fer, le zinc, le cuivre, le chrome, qui donnent au foie cette couleur très foncée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent quand vous mangez du foie de volaille, du foie de morue ou même du foie gras, c'est une source de fer assez bien connue. Donc il y a une trousse à outils absolument extraordinaire et pour vous donner une idée, on est à quelque chose comme, on est à plusieurs centaines, plusieurs milliers même d'outils différents, de pinces différentes, d'enzymes différentes. Donc le foie, il a des rôles de transformation qui vont extrêmement loin. Alors, tu disais tout à l'heure que c'était aussi une glande. Effectivement, dans ces rôles de machinerie biochimique, il y a aussi la production de certains médiateurs, de certains messagers qui peuvent être des enzymes, de régulation de l'immunité, puisqu'ils jouent un rôle fondamental dans l'immunité. Ça peut être des messagers de régulation de l'inflammation. On sait que le foie, quand il n'est pas en bonne santé, il peut générer ce qu'on appelle une inflammation chronique de bas grade et parfois une inflammation chronique tout court. C'est des choses qui sont très fréquentes chez les patients qui sont en état d'obésité. On sait que leur tissu adipeux produit des messagers pro-inflammatoires, mais on sait aussi que très souvent, leur foie, qui lui-même est en état d'obésité, puisque c'est un foie gras, ce qu'on appelle la stéatose hépatique, eh bien, il produit aussi des médiateurs pro-inflammatoires. Donc, il y a un phénomène d'inflammation qui peut être entretenu par une alimentation qui donne trop de travail à notre foie, soit parce qu'on apporte trop de sucre, trop d'alcool, parfois malheureusement, par nécessité, ça peut être trop de médicaments. Parfois, ça peut être un abus de médicaments. On pense souvent au paracétamol qui est disponible en pharmacie sans prescription médicale et qui, comme tout médicament qui se respecte, présente une toxicité pour le foie qui n'est absolument pas anodine. Et on a des personnes… Pardon ? L'ibuprofène aussi. L'ibuprofène, il y a beaucoup, tous les médicaments, peu ou prou, présentent une certaine toxicité pour le foie. C'est une question de dose quelque part. L'alcool lui-même, on a beaucoup développé d'ailleurs ces différents sujets-là, le danger de l'abus de médicaments, le danger de l'abus d'alcool. On a détaillé aussi un rôle absolument fondamental du foie qui est celui de ce qu'on appelle la détoxication. Alors on entend souvent dire que la détoxication, c'est de l'intox. Bon, c'est pas de l'intox, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et les enzymes pinces, caisse à outils dont je vous parlais, participent justement à cette détoxication, c'est-à-dire qu'on produit en permanence des molécules qui envoient des informations auxquelles certains tissus sont sensibles. Et envoyer de trop grandes quantités d'informations à nos tissus, ça peut les perturber, ça peut générer des divisions cellulaires un peu anarchiques, des phénomènes un peu dangereux. Et donc, il faut les éliminer régulièrement, ces hormones, ce qu'on appelle le catabolisme hormonal. Et ce catabolisme passe par les voies de la détoxication qui sont assumées par le foie, en 2 séries de réactions qu'on connaît très très bien. Et au bout du compte, on obtient des dérivés qui sont très utiles parce que ce sont les principaux constituants de la bile. Et cette bile, pourquoi elle est envoyée vers l'intestin? Ce n'est pas juste pour l'élimination des toxines hépatiques, c'est un peu pour ça, mais c'est aussi beaucoup parce que cette bile joue le rôle d'un savon. Pourquoi d'un savon? Parce qu'elle va permettre d'émulsionner, de solubiliser, entre guillemets, les graisses présentes dans notre alimentation pour permettre aux enzymes dont le métier est d'aller découper les graisses, eh bien d'aller justement les découper pour les rendre, non pas comestibles, mais
accessibles à notre intestin pour pouvoir les faire passer dans le sang et ensuite les envoyer vers la circulation. Donc il y a des rôles extrêmement diversifiés et c'est une éponge circulatoire extraordinaire. C'est une ligne de défense pour l'immunité, c'est un régulateur métabolique, un régulateur hormonal, un régulateur circulatoire, un régulateur qui est en communication permanente avec le microbiote intestinal, avec l'intestin lui-même, puisque le foie s'est formé, d'ailleurs on le raconte très bien, c'est une histoire passionnante à partir d'un bourgeon qui est parti de l'intestin primitif. Et puis c'est aussi donc un dialogue, il y a un dialogue entre le foie et le cerveau qui est extrêmement important via plusieurs messagers et via aussi le système immunitaire. Donc c'est véritablement un organe absolument passionnant qui est au centre de la nutrition, au centre du métabolisme et sur lequel on a encore énormément de choses à faire étant donné le fléau de la malbouffe auquel on est exposé, qui est directement en lien avec ces fameuses NASH ou cette maladie du foie gras qu'on appelle NASH ou NAFLD, c'est la maladie du foie gras non alcoolique ou la stéatohépatite non alcoolique. Alors, effectivement, oui. Je voudrais synthétiser un petit peu ce que tu viens de dire, qui est très passionnant. Bien comprendre que notre foie, il dépend de notre intestin. Et dépendant de notre intestin, il dépend donc de notre alimentation. C'est-à-dire, tout ce que vous allez mettre dans votre tube digestif qui sera utile au foie, il faut que vous sachiez ce que c'est. Et tout ce qui est dangereux pour votre foie, il faut que vous sachiez ce que c'est. C'est ça. Mettre de l'amour, donner de l'amour à son foie. Vous ne pouvez pas donner de l'amour à une personne si vous ne la connaissez pas. Eh bien là, c'est la même chose. Si vous ne connaissez pas votre foie, évidemment, il y a des choses plus ou moins importantes qui sont plus détaillées dans ce livre, mais nous avons voulu être complets. Il faut bien donc comprendre cela. Il est branché sur le système digestif. Et ensuite, c'est un synthétiseur. Un synthétiseur, les musiciens le savent, il synthétise une très belle musique. Eh bien là, il synthétise des molécules qui sont d'une extrême importance pour notre vie, pour notre cerveau, pour notre foie, pour nos muscles, pour nos glandes thyroïdes, pour nos glandes, qui sont souvent des transporteurs d'hormones. On dit des bindings, c'est-à-dire, binding, ça veut dire qui est fixé à et qui en même temps transporte. Donc, il va fabriquer, synthétiser des molécules extrêmement nombreuses. Par exemple, on va donner quelques exemples, il va synthétiser les protéines. Dans les protéines, vous avez une formidable qui s'appelle l'albumine. Alors, albumine, ça vous dit un peu quelque chose parce que quand vous prenez un œuf, eh bien, le blanc de l'œuf, c'est l'ovalbumine. Seulement, c'est l'albumine de l'œuf. Alors que l'albumine que fabrique notre foie, nous en avons à peu près 40 à 50 grammes par litre dans notre sang. Eh bien, cette albumine, elle est absolument essentielle pour que ça se passe bien avec la circulation, car quand vous n'avez pas assez d'albumine, c'est que vous êtes dénutri, et quand vous êtes dénutri, eh bien, vous allez avoir un gros problème dans la circulation qui fait que le sang, au lieu de rester dans la circulation, une partie va sortir de la circulation. Et vous vous retrouvez avec de l'eau dans le ventre. Vous vous retrouvez avec des édèmes. Vous vous retrouvez avec des problèmes de circulation qui sont sérieux, tout simplement, parce que dans ce cas-là, eh bien, vous êtes en état de dénutrition. Vous ne mangez pas suffisamment de protéines. Et nous verrons, Jean parlera, qu'il y a des protéines animales, qu'il y a des protéines végétales. Tout ça est essentiel. Alors, autre chose, autre exemple, notre foie fabrique des protéines dites de la coagulation. Et vous avez tous entendu parler de l'hémophilie. Le fils du tsar, je ne sais plus trop lequel, qui a été tué. Nicolas II. Voilà, Nicolas II, un des fils, ou le fils, le futur régent tsar qui a été tué, mais avait une hémophilie. Ça veut dire qu'il lui manquait génétiquement un facteur de la coagulation. Nous en avons une bonne douzaine, vous voyez, une douzaine de facteurs de coagulation, et le 8e et le 9e, on les appelle les facteurs hémophiliques, le A et le B. Eh bien, quand il vous manque le A, ou le B, ou le A et le B, eh bien, vous vous retrouvez avec des problèmes de coagulation, c'est-à-dire que le moindre traumatisme sur le coude, sur le genou ou ailleurs, paf, vous avez un hématome. Et quand nous avons une personne âgée, par exemple, qui a un foie qui va pas bien, eh bien, qu'est-ce que l'on observe? On observe parfois
d'abord un foie qui va grossir, un foie qui va mal fonctionner, qui va pas fonctionner et fabriquer suffisamment de protéines de la coagulation, et il a des hématomes sur les mains, des hématomes sur les membres ou ailleurs, alors qu'il n'a pas de traumatisme. Vous voyez, donc nous avons des éléments qui nous permettent de comprendre cela, des éléments dits cliniques, mais nous avons aussi des éléments biologiques, puisque heureusement, la biologie d'aujourd'hui est capable de doser tout cela. Et il y a une petite histoire qui est merveilleuse et qui date quand même, vous voyez, de pas très très longtemps, parce que c'était dans les années 1880 à peu près. Claude Bernard, qui est le père de la médecine expérimentale, se doutait que le foie était un organe extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des foies d'animaux qui étaient décédés, ensuite il a pris des foies humains de personnes décédées, et par la veine porte dont je vous parlais tout à l'heure, il a mis un petit tuyau tranquillement, il a injecté de l'eau. Bon, voilà. Et puis il a récupéré l'eau à la sortie. Et à l'époque, on n'était pas capable de doser dans le sang, dans l'eau, dans n'importe quel liquide, les taux de ceci ou de cela, et en particulier de glucides, par exemple, de sucre. Eh bien, l'eau à la sortie du foie, il la goûte, il la trouve sucrée. Tiens. Et pourtant, à l'entrée du foie, il a mis une eau qui n'est pas sucrée. Qu'est-ce qu'il conclut? Eh bien, il conclut que le foie a une fonction qu'il a appelée la fonction glycogénique du foie. Aujourd'hui, ça permettrait à Claude Bernard d'avoir le prix Nobel, mais le prix Nobel à l'époque n'existait pas encore. Bon, mais voyez, cette simple expérience de médecine expérimentale est absolument passionnante parce que par cet examen, simplement, eau d'entrée, eau de sortie, il a vu des différences. Ben, dites-vous que l'entrée du sang dans notre foie apporte des merveilles de votre alimentation. Et c'est là qu'est la clé de l'amour que vous devez porter à votre foie. C'est-à-dire que cet amour dépend de votre alimentation, mais va dépendre aussi de vos capacités à pouvoir, parfois, quand il y a trop de choses à l'intérieur, le vider de son stockage. Je vous donne un exemple. La quantité de sucre que nous stockons dans notre foie, à peu près, c'est pour une semaine. C'est-à-dire que vous pouvez, pendant une semaine, ne pas prendre 1 gramme de glucides, votre foie va faire le boulot. Il n'y a pas de souci. Au-delà d'une semaine, il n'a plus de sucre, il a vidé son stockage, à peu près. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Comme l'a dit Jean très bien, il va prendre des acides aminés, et il va les transformer en glucoformateurs, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre des acides aminés normalement destinés à fabriquer les uns collés les uns aux autres des protéines. Il va couper ces protéines en petits morceaux par les petites pinces dont a parlé Jean tout à l'heure, et il va transformer ces acides aminés en acides aminés glucoformateurs. Vous voyez, il va faire un boulot absolument extraordinaire. Puis, il y a aussi d'autres fonctions, on va y venir dans quelques instants, c'est les fonctions de régénération. Cet organe m'a toujours fasciné. Pourquoi? Parce que il est capable de régénérer. Il est capable, quand vous enlevez 80%, 90% du foie, parce que c'est nécessaire de l'enlever, eh bien, il est capable de régénérer à partir de 10-15% en 6 mois. Il vous refait la masse hépatique totale. Alors, pas de la même façon, pas avec les deux lobes, le lobe droit et le lobe gauche, avec ce qui reste, il va grossir, il va se multiplier, les cellules hépatiques vont se multiplier, les cellules de protection du foie vont également se multiplier. Vous verrez que on parle des cellules de Ito, des cellules de Kupfer. C'est passionnant de voir tout cela parce que quand vous allez lire ça, vous allez vous rendre compte. Mais c'est fabuleux que je puisse comprendre d'une manière assez simple quelque chose qui est complexe et dont vous avez besoin justement pour votre vie, pour être en bonne santé, pour pas attraper la Covid-19. J'en parlais tout à l'heure du foie gras. Je suis comme vous, j'aime beaucoup le foie gras, mais pas le mien. J'aime le foie gras des oies ou du canard. Mais quand nous avons le foie gras, nous n'allons pas bien. Vous savez, quand vous regarderez par exemple une oie la veille du moment où on va récupérer son foie, on va euthanasier cette oie ou ce canard, eh bien, il est extrêmement gêné pour respirer. Il est là en train d'étouffer, je dirais, parce que il a un gros foie gras, bien entendu, et ce foie gras fait que ça gêne la respiration de l'animal, ça le fatigue énormément. Eh bien, nous allons voir qu'un des premiers signes du fait que le foie vous parle, c'est la fatigue.
Et le danger de la fatigue, nous allons en parler plus précisément, Jean, sur ce sujet-là, c'est que vous risquez, parce que vous vous sentiez fatigué et que vous avez un foie qui est gras, c'est-à-dire rempli de sucre transformé en gras, de dire je suis fatigué, je vais prendre un gâteau, je suis fatigué, je vais prendre un whisky, je suis fatigué, je vais prendre un alcool. Et c'est là le danger et le cercle vicieux. Si vous pigez tout ça, vous allez transformer votre vie dans le bon sens. À Jean, à toi. Oui, c'est un discours qui est d'une très grande importance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un organe qui est extrêmement polyvalent, qui a la capacité de gérer aussi bien les excès que les manques. Je voudrais tempérer ce que tu disais concernant la quantité de glycogène qu'on est capable de stocker dans le foie. En fonction du niveau d'activité physique que l'on a, on peut tout à fait être capable de la vider en l'espace de quelques heures, auquel cas le foie va être capable justement d'utiliser des acides aminés, encore d'autres choses, et même les lipides pour produire de l'énergie, quitte à avoir recours à un phénomène dont on entend beaucoup parler, qui est un peu à la mode, que l'on appelle la cétose. Eh bien, c'est grâce au foie que l'espèce humaine a été capable de survivre à des épisodes de famine parfois très longs, à des périodes de disette, parfois je dirais annuelles, hein, en cas d'hiver un peu rigoureux. Donc l'espèce humaine a été sélectionnée en fonction de cette capacité à jeûner pendant longtemps et à profiter, stocker en cas d'abondance. Donc le foie a des rôles extrêmement intéressants de ce point de vue-là, et en même temps, il ne faut pas non plus trop lui en demander. Il faut savoir que eh bien, dans les années 30-40, on a été exposé, certaines zones de l'Europe et certaines personnes ont été exposées à des états de famine extrêmement graves, et il y a eu énormément de décès à cause de ça, dans les camps de concentration en particulier. Voilà, des souvenirs absolument atroces. Mais ceux qui ont survécu, eh bien, sont des personnes qui avaient la capacité à réduire leur métabolisme de base, mais aussi à produire de l'énergie à peu de frais. Et ça, c'est en grande partie le rôle du foie. Mais pour ça, il faut être capable de lui rendre certains services, c'est-à-dire de ne pas lui demander trop de travail. Et dans certains cas, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on lui demande beaucoup trop de travail, déjà en le privant des micronutriments essentiels dont il a besoin. Je vous disais tout à l'heure que les enzymes hépatiques, ces espèces de pinces qui sont spécifiques à un type de molécule bien précis, eh bien, elles ne fonctionnent pas sans oligoéléments, sans minéraux. Le magnésium est indispensable à la production d'énergie, et le foie est un grand gourmand d'énergie, est un grand gourmand de magnésium. Hein. Voilà, et c'est intéressant d'ailleurs de faire un parallèle entre le foie, qui est le plus gros organe du corps, et le magnésium, qui vient quand même du latin magnus, le grand. Hein. Donc c'est un minéral dans le sens où il a une importance vraiment pondérale dans notre physiologie. Et le foie est très gourmand d'énergie, il est très gourmand de micronutriments, et on sait que si au départ on a une alimentation qui ne contient que des produits raffinés, on va être je dirais, appauvri, on va s'appauvrir en vitamines du groupe B, les minéraux, les oligoéléments. Alors, on peut vous citer, bien sûr, le magnésium et le potassium, qui est très important pour réguler l'acidité de l'organisme, pour qu'elle ne soit pas trop importante. On doit parler aussi du calcium, qui est très important pour la contraction musculaire, pour le fonctionnement du système nerveux, d'où l'importance de la vitamine D, qui est métabolisé par le foie. Il y a énormément de choses à aller chercher, et le foie a besoin de tout ça. Et si vous avez une alimentation qui contient uniquement des produits raffinés, eh bien vous vous privez de ces minéraux, vous vous privez de ces oligoéléments, vous vous privez de ces vitamines du groupe B, vous vous privez de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine A, qui sont absolument indispensables à nos fonctions physiologiques. Et le foie ne fait pas exception. Les hépatocytes, comme les cellules de Kupfer ou les cellules de Ito dont on parle précisément dans le livre, sont aussi gourmandes de ces vitamines-là. Donc il faut faire en sorte que le foie ne soit pas submergé de substrats énergétiques, de sucre à gogo, sans avoir les moyens de le métaboliser correctement. Sinon, tout ce qu'il va pouvoir faire, c'est le recevoir, et le stocker, et puis il va finir par rentrer en inflammation et en stéatose. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose, c'est être capable d'avoir des repas un peu allégés, notamment le soir, pour permettre au foie d'avoir un vrai repos pendant la nuit. Alors évidemment, vous n'allez pas mettre le foie au repos le soir du 31 décembre ou du 25 décembre, mais vous allez bien en profiter le 25 et le 31, mais entre-temps ou après, ou pendant les autres soirées, eh bien, vous allez pouvoir manger
une bonne soupe de légumes de saison. On a les cucurbitacées, les poireaux, on a plein de choses très intéressantes. Éventuellement, une salade, un petit peu de crudité. Vous avez l'endive qui fait partie d'une famille assez ample, qui comprend la roquette, qui comprend les choux, pas les aliacées, mais plein de ces aliments qui apportent des molécules soufrées intéressantes pour le foie. Hein. On parle beaucoup de ça aussi parce qu'on peut prendre soin de son foie en lui évitant une alimentation trop abondante, trop raffinée. On peut assister son foie en lui apportant de ces végétaux verts qui lui apportent des choses dont il a besoin, des choses qui le stimulent. Alors, on peut parler des brocolis, on peut parler des choux, on peut parler des navets, on peut parler de la roquette, on peut parler du pissenlit. Au printemps, les petites pousses de pissenlit, elles ont peu d'amertume, on peut les manger en salade, on peut parler de l'endive, on peut parler de plein de végétaux comme ça qui sont capables de stimuler le foie. Et puis, de manière absolument quotidienne. Donc, on a cette possibilité de faire ce que j'appelle un peu entre guillemets, la détox du quotidien, c'est-à-dire que notre alimentation, elle doit être moins toxique si possible, elle doit être riche en nutriments et puis elle doit aussi être un petit peu détoxifiante. Et c'est à l'aide d'une certaine régularité dans ces aspects de l'alimentation qu'on peut réussir à prendre soin de son foie au quotidien. Alors, bien sûr, il y a des périodes dans lesquelles on peut être confronté à une exposition à des substances toxiques par la force des choses. Hein. Il faut reconnaître que je disais tout à l'heure que le paracétamol et bien d'autres médicaments sont toxiques pour le foie. Il y a des périodes dans lesquelles on n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser certaines molécules particulièrement agressives en thérapeutique et on surveille justement beaucoup le foie. Hein, c'est le cas notamment avec les statines. On surveille la biologie hépatique des patients qui sont sous statine. C'est le cas dans les chimiothérapies. C'est le cas aussi notamment quand on a l'obligation, la nécessité de cumuler plusieurs types de molécules à la fois. Hein, les spécialistes en toxicologie et en pharmacocinétique, donc ces sciences qui connaissent la façon dont les médicaments sont absorbés, métabolisés et détoxifiés et ensuite éliminés, eh bien, ils savent très bien qu'au-delà de 3 molécules différentes, de 3 médicaments différents, on ne sait pas fondamentalement comment le foie se débrouille. On n'a pas les moyens de savoir parce qu'il peut y avoir des tas d'interactions. Alors, on regarde s'il se débrouille ou pas, et puis ensuite, on assiste le patient comme on peut. Donc, parfois, eh bien, ces phénomènes d'inflammation du foie peuvent être apportés non pas par l'alimentation, non pas par l'alcool, mais par un phénomène dont on dit qu'il est iatrogène, c'est-à-dire généré par la médecine, par la nécessité d'utiliser des traitements un petit peu difficiles. Et dans ces cas-là, on a la possibilité d'assister le foie en choisissant bien les phases. Il faut savoir comment le faire, il ne faut pas faire les choses de manière improvisée, mais on a la possibilité justement de soutenir le foie pour l'aider à surmonter ces périodes d'inflammation. Il y a bien sûr des micronutriments qui peuvent aider, mais aussi des plantes dont certaines sont d'ailleurs connues depuis plus de 3500 ans. Hein. Alors, je voudrais insister sur la forte différence entre le jour et la nuit dans une journée pour notre foie et vous donner un exemple qui date de la plus haute antiquité. Lorsque, chez les Grecs, vous avez le mythe de Prométhée. Alors, quel est-il? Eh bien, Prométhée a voulu piquer le feu à Zeus. Zeus le punit, le met au sommet du Caucase, il est enchaîné, et au sommet du Caucase, figurez-vous qu'il y a un aigle qui vient lui dévorer le foie pendant la journée. Bon. Et ça ne finit jamais. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, il régénère. C'est très intéressant d'abord de se dire que les Grecs déjà savaient que le foie était capable de régénérer. Bon. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de se rendre compte que si nous l'abîmons dans la journée, par notre petit déjeuner, notre repas de midi, notre repas du soir, plus tout ce que vous pouvez imaginer qui ne va pas dans votre alimentation, eh bien, la nuit, il ne va pas travailler correctement. C'est pour cette raison que, par exemple, le repas du soir, s'il est trop chargé en alcool, s'il est trop chargé en protéines difficiles à gérer par le foie, ben vous allez fatiguer votre foie qui ne pourra pas, il ne s'agit pas là de régénération en tant que telle, mais il s'agit de gérer, si vous voulez, un travail que vous lui donnez et qui est excessif. C'est pour cette raison que le repas du soir doit être un repas avec une certaine légèreté, où il y aura bien entendu la soupe, où il y aura bien entendu du végétal, où il y aura des choses peut-être à croquer, à mastiquer, mais
avec une certaine légèreté en pensant à votre foi que vous aimez parce que vous avez compris son fonctionnement. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, vous savez, c'est le problème du cholestérol. Très souvent, on vous dit, ah, monsieur, madame, vous avez un taux de cholestérol qui est très élevé. Et les laboratoires, il faut le dire clairement, se sont pas mal entendus pour nous dire qu'on ne pouvait pas avoir un taux de cholestérol au-delà de 2 grammes par litre. Et que donc, si vous aviez 2 grammes 10, 2 grammes 30, 2 grammes 40, 50, etc., il fallait tout de suite vous donner un hypocholestérolémiant, c'est-à-dire, maintenant, les gens le savent, une statine. Eh bien, ça, c'est faux. C'est totalement faux. Ce qui est important à savoir, c'est que dans notre cholestérol global qui est dans notre corps, vous en avez la moitié qui est fabriquée par le foie, grosso modo, parfois même un peu plus, et l'autre partie qui est amenée par l'alimentation. Donc, le problème, c'est qu'il ne faut pas que notre foie soit stimulé, soit abîmé et se retrouve avec une fabrication excessive du cholestérol. Parce que, il faut bien savoir que le cholestérol, nous en avons besoin pour fabriquer nos hormones sexuelles. Nous en avons besoin pour fabriquer les corticostéroïdes, c'est-à-dire les hormones cortisol fabriquées par nos surrénales, hormones essentielles pour la gestion de notre stress. Donc, vous voyez, le foie a un rôle qui est très important pour des synthèses particulières, la coagulation des protéines, mais aussi il a un rôle avec le problème du cholestérol. Et cela est très souvent oublié, y compris parfois par des cardiologues qui sont affolés par les laboratoires pharmaceutiques qui leur disent votre patient, il a plus de 2 grammes de cholestérol, il faut lui donner un anticholestérol, sinon il va faire un accident vasculaire cérébral ou il va faire une embolie pulmonaire, etc. Tout cela est totalement abusif et ça veut dire qu'on ne vous conseillera pas d'avoir des taux de cholestérol au-delà de 3 grammes, c'est évident. Même 2 grammes 90, c'est trop élevé, il faut le baisser autour de 2 grammes 50, 2 grammes 60. Cela est largement suffisant. Alors, il y a une chose que je voudrais que Jean essaye d'expliquer, que nous puissions vous expliquer, qui est importante dans tout cela, c'est que vous compreniez d'où vient la bile. Quand on parle de bile, on parle aussi de bilirubine. Alors, qu'est-ce que c'est que la bilirubine? Eh bien, c'est ce que l'on appelle la destruction de l'hémoglobine, parce qu'un globule rouge, et nous en avons 4 à 5 millions par millimètre cube de sang, ces globules rouges, ils finissent leur vie au bout de 120 jours. Quand un globule rouge a fait 120 jours de vie, il va mourir. Bon, ça veut dire que ce qu'il possédait en lui-même de l'hémoglobine, qu'est-ce que l'organisme va en faire? Eh bien, il va transformer cette hémoglobine dans des molécules que le foie va être capable de gérer et va libérer dans la bile. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Comme vous a dit Jean, cette bilirubine est non seulement un élément de détoxication, mais c'est aussi un élément essentiel à la digestion des graisses, à la digestion de ce que nous avons mis dans notre tube digestif, puisque la bile va arriver après l'estomac dans ce qu'on appelle le début de l'intestin grêle, qui est le duodénum au niveau donc de la partie pancréatique, très proche du pancréas. Ça, c'est très, très important à comprendre. Donc, Jean, est-ce que tu as d'autres éléments à ajouter avant que nous passions aux différentes pathologies hépatiques? Bien sûr. Alors, cette bilirubine, en fait, c'est ce qu'on appelle le pigment biliaire, c'est-à-dire que c'est elle qui donne à la bile sa couleur jaune d'or. Sur les bouquins d'anatomie, on la colore en vert parce que ça confine, ça confine un peu au vert. Et cette bilirubine, en fait, c'est l'ultime produit de la détoxication, du catabolisme de ce qu'on appelle l'hémolyse, c'est le catabolisme, la destruction de l'hémoglobine. Alors, dans l'hémoglobine, en fait, c'est une molécule complexe dans laquelle il y a une partie globine qui est une protéine qu'on va recycler sans difficulté particulière, mais il y a une partie très importante qui est au centre de la globine qui s'appelle l'hème. Et l'hème, c'est une... M, H-E-M-E, voilà, H-E, accent grave, M-E. Donc, l'hème, c'est une molécule au centre, enfin, qui n'est pas de nature protéique, elle n'est pas constituée d'acides aminés,
et au centre de laquelle on a un atome de fer. Et cet atome de fer, eh bien, c'est sur cet atome de fer que vient se fixer la molécule d'oxygène. Donc, c'est grâce à la présence de l'hème avec le fer au milieu que l'oxygène vient se fixer sur l'hémoglobine. Eh bien, cette partie-là, l'hème avec l'atome de fer au milieu, c'est une partie qui est toxique, qu'on ne peut pas conserver sous cette forme-là. Si on en accumule trop, eh bien, c'est potentiellement dangereux. Donc, il faut la détoxifier de la même manière qu'on doit détoxifier le cholestérol et tous ses dérivés. Tu as parlé du cortisol, on peut parler de la testostérone, des estrogènes, etc. Donc, il faut les éliminer régulièrement. Il doit y avoir un flux à peu près tendu entre ce que l'on produit et ce que l'on élimine. Et puis, éventuellement, si besoin, le foie va être capable d'éliminer un excès. Donc, voilà. Donc, l'hème, on va d'abord on va récupérer, enfin, le foie va récupérer l'atome de fer. Et puis ensuite il va le recycler sans trop de difficultés, mais cette partie de l'hème on va la dégrader en plusieurs molécules qui ont des noms différents et qui ont des couleurs différentes. D'ailleurs, pour vous repérer dans ces couleurs-là, vous avez qu'à regarder la façon dont un hématome disparaît en dessous de la peau. D'abord, il est un peu bleu profond, bleu comme une myrtille, et puis progressivement, il va... alors, ça peut être un peu rouge au départ, au tout début de l'hématome, ensuite ça va devenir bleu, après ça va devenir un peu vert, ensuite jaune, et puis ça disparaît. Eh bien, le catabolisme, la destruction de l'hème correspond exactement à ces codes couleurs-là, c'est-à-dire que c'est bleu foncé au départ, rouge puis bleu foncé au fur et à mesure que l'oxygène est évacué, et puis ensuite ça va passer au vert, et puis ensuite au jaune, et puis ensuite ça disparaît. Eh bien, la couleur verdâtre de la bile est due justement à ce changement de couleur, et on a le terme de bilirubine, qui fait penser au rubis, mais dont la couleur en réalité est plutôt verdâtre quand elle est très concentrée, puis ensuite qui va virer au jaune et qui est responsable de la coloration de la bile, mais qui va être aussi après ça dans l'intestin dégradé en une autre molécule qu'on appelle la stercobiline, c'est-à-dire le dégradé présent, la molécule de dégradation présente dans les matières fécales. C'est pour cette raison-là que le foie, par la bile, est responsable de la coloration des matières fécales, et on surveille beaucoup d'ailleurs en gastroentérologie la couleur des matières fécales qui doit être, on va dire, brun, à peu près, parfois vert si vous avez mangé vert foncé, si vous avez mangé des aliments comme des épinards, mais normalement on est sur le brun. Pardonnez-moi ces images, mais ce sont des images importantes parce que si par exemple vous avez des selles qui ont une couleur blanchâtre, un peu comme le plâtre, ben, il y a un problème. C'est signe qu'il y a un problème d'écoulement de la bile. Et de la même manière, on a dit que la bile avait pour rôle d'émulsionner les graisses pour permettre de les digérer, de les découper et de les absorber. Eh bien, si la bile n'arrive pas, non seulement on aura les selles un peu blanchâtres, un peu type plâtre, mais en plus de ça, on aura ce qu'on appelle une stéatorée, c'est-à-dire la présence de graisse dans les matières fécales, donc de selles pâteuses qui ont tendance à flotter, ce qui est un signe justement d'un problème au niveau hépatique ou au niveau biliaire. Donc on est très attentif à ce genre de signes cliniques-là. Ça montre à quel point, quand le foie fonctionne bien, on n'y pense pas, tout file parfaitement. Vous avez beau manger une salade avec beaucoup d'huile d'olive, vous avez beau manger une fondue, etc. Le foie, il tient le coup, il n'y a pas de problème. Et puis quand tout d'un coup, il commence à flancher un peu, les repas deviennent beaucoup plus longs à digérer, beaucoup plus lourds. On a plus facilement des maux de tête, des lourdeurs après les repas, des fatigues chroniques, des choses comme ça. Bah là, le foie commence à nous parler justement, à nous exprimer des petits symptômes. Et bien souvent, longtemps avant qu'on parle véritablement de pathologie, il va déjà y avoir des petits signes avant-coureurs qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Alors Lucie, est-ce que vous avez déjà des questions avant qu'on passe aux pathologies? Ah oui, nous avons énormément de questions, donc notamment sur les pathologies justement. Dans un premier temps, j'ai des questions sur le foie gras. Donc, qu'est-ce que le foie gras? Et puis surtout, lorsqu'on a un foie gras, alors j'ai des gens qui sont étonnés de se faire diagnostiquer un foie gras. Souvent, on le diagnostique un peu par hasard. Il y a une personne qui me disait, moi j'avais une sciatique et on m'a diagnostiqué un foie gras. Voilà. Lorsque on a un foie gras, au bout de combien de temps, en faisant attention à son alimentation, est-ce qu'on peut espérer une alimentation? Et j'ai aussi beaucoup de questions. On pourra y revenir sur la détox, le drainage, le jeûne. Voilà. Mais alors, peut-être dans un premier temps, le foie gras? Alors, le foie gras, et puis je passe la parole à Jean après. Je dirais, le foie gras, c'est très simple. Hein. C'est un stockage de sucre sous forme de gras. Alors, vous allez me dire, mais comment je peux stocker du sucre sous forme de gras? Réfléchissons ensemble. 1 gramme de sucre,
c'est 4 calories. D'accord? 2 grammes de sucre, ça fait 8 calories. Bon. Et dans notre corps, il en circule beaucoup des calories, puisque nous avons besoin à peu près de 100 calories à l'heure. Donc, sur une journée de 24 heures, grosso modo, nous avons besoin et nous consommons 2400 calories. Bien. Donc, si j'ai 2 grammes de sucre qui sont capables de peser 2 grammes et qui font 8 calories et qu'il y a une petite calorie qui traîne par là, ça fait 9 calories. Eh bien, 9 calories, c'est capable de faire 1 gramme de gras. Vous avez bien compris. De 2 grammes, 8 calories avec une calorie qui circule par là, je transforme ces 2 grammes en 1 gramme. C'est extraordinaire. C'est une sorte d'économie, je dirais. Bon. Mais cela est très important pour l'oie, pour le canard. C'est pour ça que quand on gave une oie, un canard avec du maïs, en réalité, c'est le maltose. Maltose. On lui donnerait du lactose, on lui donnerait du glucose, on lui donnerait du fructose, on obtiendrait la même chose, peut-être plus lentement ou plus rapidement, peu importe. Bon. Donc, il faut bien comprendre cela. Nous sommes capables, à partir du sucre, et Jean va vous le donner plus en détail, de transformer ce sucre en gras. Et en plus, il va jouer le rôle de l'insuline. Jean, je te passe la parole pour expliquer d'une manière claire que les gens comprennent combien il est dangereux de consommer trop de sucre et de se mettre dans la tête le sucre, c'est l'ennemi numéro 1 de mon foie. Bien sûr, il faut, pour être plus généraliste, considérer que l'abus d'aliments qui sont source abondante de glucose, donc il faudra y mettre les aliments riches en amidon, le pain, les pâtes, les pommes de terre, etc. Quand on en consomme trop, c'est le trop, hein. On dit toujours le mieux est l'ennemi du bien, le trop est l'ennemi du bien, c'est-à-dire manger des féculents, ça peut être utile. En manger plus si vous faites du marathon, du cyclisme, beaucoup d'endurance, du trail ou des choses comme ça peut avoir du sens, mais si vous n'en faites pas, si vous êtes sédentaire, vous allez le stocker. On a vu tout à l'heure qu'on allait le stocker au premier abord sous forme de glycogène. On disait tout à l'heure que dans le foie, il y avait de la place pour stocker quelques dizaines de grammes de glucides, grosso modo une centaine de grammes, et que, ensuite, on n'en a pas parlé, mais on sait qu'on peut stocker du glycogène au niveau des muscles. Mais quand on stocke 1 gramme de glycogène, eh bien, on va stocker en même temps à peu près 3 grammes d'eau. Donc, en fait, c'est quelque chose qui pèse un poids important. Donc, quand on a stocké une réserve qui nous permet de cavaler assez longtemps et de tenir suffisamment longtemps, l'équivalent d'une journée d'activité, on va dire, assez consistante, sans aller chercher des sports de haut niveau parce qu'il faudrait se réalimenter, hein, bien sûr, eh bien, au-delà de ce stockage-là, l'organisme va stocker sous une forme plus économique, c'est-à-dire qui représente plus d'énergie calorifique. C'est un outil de mesure c'est un schéma qui est faux biologiquement, mais qui nous permet de raisonner de manière assez efficace dans certains cas. Donc, on va stocker l'énergie, ou en tout cas les substrats énergétiques, sous une forme qui pèse moins lourd par kilocalorie. Donc, on a dit par exemple 1 gramme de glucose, ça représente 1 gramme de glucides d'une manière générale, ça représente 4 kilocalories par gramme, à peu près. Le gras représente 9 kilocalories par gramme. L'alcool, 7. Il ne faut pas oublier que l'alcool est un sous-produit du sucre et que lui, il est extrêmement calorique. Et en plus de ça, il perturbe la synthèse du glycogène, il l'empêche et il va directement favoriser la prise de poids. Donc en fait, quand on a fini de remplir les réserves de glycogène, tous les glucides qu'on va consommer, on va les envoyer dans un autre système, c'est-à-dire le stockage qui est rentable et qui représente moins de poids, plus de calories par unité de poids, c'est-à-dire moins de poids par calorie, en fait. J'inverse le raisonnement. Donc, en fait, quand vous mangez du sucre, que vous le dépensez régulièrement, vous ne prenez pas de poids. Si vous en mangez beaucoup, beaucoup de féculents, beaucoup de sucre, et que vous ne videz pas vos réserves de glycogène, eh bien là, vous allez faire du gras, toujours sous l'effet de la même hormone qui s'appelle l'insuline, puisque l'insuline est responsable du stockage. C'est son principal métier. Elle fait rentrer le glucose dans les cellules. Alors, imaginons, vous avez décidé de faire une cure de jus de raisin. Donc voilà, avec votre extracteur de jus, vous faites du jus de raisin et vous en buvez 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, 5 litres. Comme ça, vous vous dites, je ne mange pas. Et puis, je bois beaucoup de jus de raisin parce que j'ai lu que les cures de raisin, c'était bien. Je n'ai pas envie de manger les raisins parce que ça fait mastiquer, il y a les pépins, j'aime pas. Donc, je fais du jus. Comme ça va bien. Non fermenté, je précise. Donc, pas d'alcool dedans. Donc, vous buvez beaucoup de jus de raisin.
même si c'est du raisin de saison, bio, tout ce que vous voulez, quand vous consommez beaucoup de jus de raisin, vous provoquez, je dis bien beaucoup, hein, vous provoquez des apports de fructose, de glucose massifs, d'accord, répétés sur des unités de temps qui sont faibles, qui sont courtes. Donc, du coup, votre foie reçoit de grandes quantités de sucre, il en reçoit de telles quantités qu'il n'a même pas le temps de le redistribuer, il stocke, il stocke, il stocke. Donc, au début, il stocke sous forme de glycogène, mais dès le deuxième litre, il va stocker sous forme de gras, il n'y a pas de problème. Donc, vous n'allez pas forcément prendre du poids en périphérie, mais vous pouvez prendre du poids au niveau du foie. C'est ce qu'on appelle l'obésité viscérale, c'est-à-dire qu'on stocke du gras dans les viscères, dans les organes, donc ça peut être le foie, mais il y a aussi des stéatoses pancréatiques, hein, c'est pas mieux d'ailleurs, mais là, la stéatose hépatique, c'est qu'on a consommé trop de sucre d'un coup, ou trop d'alcool d'un coup. On peut aussi faire les deux, hein, c'est encore plus efficace pour faire une stéatose hépatique. Maintenant, il y a des gens qui découvrent ça de manière insidieuse. Alors de manière insidieuse, dans le sens où ils ont toujours eu l'impression de manger à peu près équilibré, de ne pas manger trop, voilà, et puis tout d'un coup ils se retrouvent avec une stéatose hépatique. Alors là, de deux choses l'une, soit il y a une faible consommation d'alcool et trop de consommation de sucre, de féculents, mais on est sur un trop léger, donc la stéatose va se développer sur beaucoup d'années. Et puis il y a d'autres cas de configuration où les personnes donc sont plus jeunes et ont des déséquilibres alimentaires qui peuvent être très importants. Et dans ce cas-là, c'est associé à une obésité, parfois des obésités morbides, donc avec toutes les comorbidités dont on parle tant avec cette épidémie virale. Eh bien, la réalité, c'est que les gens qui sont en obésité ont très souvent un foie gras parce que la cause est commune. On consomme trop de sucre, on consomme trop de féculents. On nous a trop dit qu'il fallait absolument manger des féculents pour maintenir la glycémie élevée. Mais le problème, c'est que plus on en mange, plus on a tendance à la faire monter. Et plus on fait monter la glycémie, plus on produit d'insuline. Et plus on produit d'insuline, plus on stocke. Donc en fait, tout est une histoire de stockage. C'est-à-dire que si vous mangez des fruits et légumes qui ont beaucoup de fibres et comparativement moins d'amidon, moins de glucose, moins de fructose, etc., votre foie, il a le temps, parce que ça arrive petit à petit, puisque les fibres régulent l'absorption. Ensuite, vous apportez des vitamines, vous dépensez plus d'énergie d'un point de vue digestif parce que vous mastiquez davantage, parce que la façon de manger n'est pas la même, et aussi parce que, au total, la quantité de glucides, de sucre que vous assimilez est moindre. Donc, en fonction du modèle alimentaire qu'on a, on peut aller dans la direction de la stéatohépatite ou alors aller dans la direction d'un foie sain. Le problème, c'est que la stéatohépatite non alcoolique devient de plus en plus fréquente et qu'elle représente donc une cause très importante, soit de cirrhose hépatique si ça va très vite, ou alors dans d'autres cas de cancer du foie, ce qui est vraiment pas souhaitable non plus. Et dans tous les cas, c'est un risque mortel et c'est en train de devenir, dans les pays industrialisés, l'une des principales causes de greffe du foie parce que le foie ne fonctionne plus. Ce qui n'est pas acceptable dans le sens où, à l'origine de ce problème-là, il y a des habitudes alimentaires qui sont erronées et il y a un message qui ne passe pas assez. On devrait arrêter de dire pour votre santé, mangez moins gras, sucré, salé, parce qu'on n'y comprend plus rien, on ne sait plus ce qu'il faut manger. Pour votre santé, arrêtez de consommer des produits ultra transformés. Arrêtez de consommer des produits raffinés. Pour votre santé, mangez 3 fruits frais de saison à croquer crus par jour. Pour votre santé, mangez une crudité à chaque repas. Pour votre santé, mangez des légumes, ne mangez pas trop de féculents. Pour votre santé, évitez les sodas comme la peste. Pour votre santé, consommez pas trop d'alcool. 1 verre par repas, un maximum de 2 verres par jour et pas tous les jours. Ça, ce sont des messages qui sont concrets, des messages qui sont applicables directement et qui vont permettre de protéger son foie contre ces risques de stéatose. Et je voudrais, avant de te laisser la parole, parler d'un autre type de stéatose qui est plus compliqué et dont l'origine n'est pas vraiment alimentaire. C'est une stéatose d'origine inflammatoire qui peut être apportée soit par une hépatite virale, A, B, C, D, E, hein, on en parle, ça peut arriver dans certains cas que ça parte en stéatose à cause de l'inflammation, et puis il peut y avoir des stéatoses provoquées par les médicaments dont on a parlé, donc ce sont des personnes qui ont des pathologies chroniques, qui peuvent être sous corticoïdes pendant des années, et avec beaucoup d'autres médicaments, les corticoïdes ne suffisent absolument pas, d'autant que ce sont des molécules qui sont bien pratiques dans de nombreux cas de figure, il faut bien les utiliser, mais le cumul des médicaments peut être à l'origine d'une stéatose. Et puis, un autre intervenant qu'il ne faut surtout pas négliger, notamment en ces temps de confinement, c'est le stress.
parce que le stress est capable de perturber le système, le système immunitaire bien sûr, mais le système endocrinien. Le système endocrinien nous permet de nous adapter aux changements de situation, et le stress fait augmenter la production du cortisol, et le cortisol perturbe le métabolisme, et il est en mesure, si l'alimentation n'est pas très bien régulée, de favoriser l'apparition de ces phénomènes de stéatose. Alors, Lucie, vous aviez Oui. d'autres éléments? Oui. Alors, j'ai beaucoup de questions, mais dans les symptômes, pour savoir en fait si on a un foie gras, est-ce que ça se sent? Est-ce qu'on peut le palper? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce qu'on peut être mince et avoir un foie gras? Voilà, c'est un peu les questions. Comment on s'en rend compte en fait si... Le foie gras peut dépasser le rebord costal, bien entendu, mais vous pouvez avoir un foie gras qui n'a pas encore dépassé le rebord costal, donc vous n'avez pas d'hépatomégalie, mais vous avez des signes. Premier signe, c'est la fatigue. Et souvent, et ça c'est très important, les gens disent je suis fatigué et pourtant je mange beaucoup, ou pourtant je mange. Bon, donc ils ont de l'appétit, mais en même temps c'est un appétit qui est mal régulé, en ce sens que ce que disait Jean tout à l'heure, c'est-à-dire vous êtes fatigué, je prends du sucre, vous êtes fatigué, je prends de l'alcool. Et ça, c'est le cercle vicieux catastrophique. À un point tel qu'aux États-Unis, écoutez-moi bien, aux États-Unis, l'indication la plus fréquente de transplantation du foie, qui exige un mort, qui exige une personne qui perd la vie à laquelle on va prendre le foie, n'est-ce pas? Donc un donneur de foie, eh bien c'est la stéatose hépatique, ce qu'on appelle NASH, non-alcoolique hépatique stéatosis, N-A-S-H, n'est-ce pas? Bon, en plus il y a d'autres formes de NASH. Ça, c'est vrai, c'est très important. Donc, c'est pas un foie gras lié à l'alcool, c'est un foie gras, soyons clairs, lié à la bouffe et au fait que vous ne bougez pas assez, au fait que vous êtes trop sédentaire. Ah oui, mais docteur, je vais au travail à pied. C'est tout le monde qui marche à pied. Alors maintenant, c'est la trottinette. Trottinette électrique, bien entendu. Bon. Alors, quand c'est pas la trottinette, c'est la voiture. Quand c'est pas la voiture, c'est aberrant tout ça. Il faut que vous ayez une activité physique qui soit une activité physique cohérente. C'est-à-dire qu'il faut presque transpirer. Il ne s'agit pas de faire une marche nordique pour aller au boulot, mais il faut au moins que 2 fois par semaine, et en plus vous avez le week-end, vous ne soyez pas devant la télé à regarder des bêtises, mais que vous soyez en activité physique, à prendre le grand air, et ainsi vous êtes amoureux de votre foie. C'est votre foie qui vous le demande. Et c'est ainsi que, encore récemment, je voyais une personne très chère, qui n'est pas de ma famille, mais qui avait manifestement un foie gras. Et quand je lui ai dit qu'elle avait un foie gras, elle m'a dit, mais je ne suis pas une oie. Je dis, mais écoutez, vous avez un surpoids, il est de combien? Alors, en général, la femme, elle surdose son surpoids. Elle vous dit, j'ai 10 kilos de trop. Bon, elle en a 7. Tandis que l'homme, il a 15 kilos de trop, il vous dit qu'il en a 7 de trop. Ça, c'est typiquement masculin. Mais vous avez aussi actuellement autant de stéatose hépatique de foie gras chez l'homme que chez la femme. Les femmes nous ont rattrapés. Alors, vous avez des hommes jeunes qui aujourd'hui ont compris tout ça, qui se sont mis à avoir une activité physique. Vous avez des femmes aussi qui ont commencé à s'y mettre. Eh bien, la femme dont je vous parlais, qui avait manifestement un foie gras avec des gamma-GT, avec des transaminases qui étaient élevées, en l'espace de 2 mois, elle a récupéré un foie normal. Elle a normalisé ses transaminases, elle a dit je me sens mieux, elle a dit je dors mieux. Et la fatigue, le sommeil, la digestion, la capacité intellectuelle, ça ne veut pas dire qu'on perd ses capacités intellectuelles, mais on fatigue. On a tendance à faire une sieste alors que c'est pas l'heure de la sieste, vous voyez, après le repas, la tête qui tombe. Voilà, alors je suis fatigué, pouf, je vais prendre des biscuits et je vais prendre ceci et je vais prendre cela. C'est ça qui est très dangereux. Et les migraines, professeur, parce que oui, les migraines aussi peuvent jouer, sauf qu'il y a des migraines dites cataméniales, c'est-à-dire il y a chez les femmes des migraines qui sont liées au cycle. Et très souvent, ces migraines sont liées à des anomalies hormonales qu'il faut essayer de réguler souvent par la phytothérapie, ou alors chez des jeunes filles, des jeunes femmes
qui ont eu une explication du cycle féminin d'une manière catastrophique. Parce que si vous commencez à expliquer le cycle féminin à une jeune fille de 12 ou 13 ans en lui disant tu vas avoir mal à la tête, tu vas avoir ceci et mal au ventre, elle aura mal au ventre et mal à la tête avant même que ça commence. Bon. Donc il y a aussi des explications qui doivent être données et qui ne sont pas suffisamment données d'une manière claire. C'est la même chose d'ailleurs à la ménopause où les femmes, toutes les femmes, certaines femmes croient qu'à la ménopause elles vont prendre du poids. Ce n'est pas vrai. Elles vont pas prendre, elles prendront du poids dans la mesure où elles vont se laisser aller à manger trop, à manger mal et à avoir une activité physique insuffisante, à être dans la sédentarité. Voilà. Quand vous pensez que les Français, je voyais ça il y a, je crois, 1 an ou 2, ont dépassé de 1 minute le record de télévision, le record a passé du temps devant la télévision, on est à 3h54 par jour. Mais vous avez entendu, 3h54 par jour. Quasiment, c'est 4 heures par jour à regarder la télé. Moi, j'ai pas la télé, je passe pas 1 minute devant. Et vous, Lucie? Non, j'ai pas la télé non plus et surtout j'ai été élevée sans en fait, donc pour moi c'était plus facile. Voilà, non, mais c'est sûr. Et en plus, avec tout ce qu'on nous dit pour nous terroriser, je vous dis pas. Mais on aimerait avoir une émission à la télé justement sur le foie pour expliquer cela aux gens, que les gens puissent nous poser des questions. Alors, passons à d'autres questions, Lucie. Oui. Alors, c'est juste deux, trois petites choses, parce que je ne suis pas convaincu qu'on ait vraiment répondu à la question, mais il faut faire déjà le diagnostic de stéatose hépatique. Il peut se faire donc avec une simple échographie. Le diagnostic de stéatohépatite, il faut aller faire une biopsie, c'est-à-dire prendre un morceau du foie et regarder au microscope. Maintenant, quand on a un foie qui est gros, qui est particulièrement, on dit échogène, c'est-à-dire très facilement visible à l'échographie, qui n'a pas une texture normale, hyper échogène, hein, les spécialistes disent, et puis qu'on a des enzymes hépatiques, dont tu parlais des gamma-GT en particulier, qui sont élevées, on se doute que c'est en train d'aller vers la NASH. Maintenant, plus on est dans des états de stéatohépatite, alcoolique ou pas d'ailleurs, mais de stéatose hépatique ou de stéatohépatite, c'est-à-dire que l'inflammation est présente dans le foie, plus on est à des stades avancés, plus il va falloir de temps pour revenir. Et il faut souligner que pour revenir, il y a 2 choses, le couple gagnant, c'est changer d'alimentation et avoir de l'activité physique. Mais en premier lieu, changer d'alimentation. C'est-à-dire que l'activité physique pour une personne qui est en état d'obésité et d'inflammation chronique, ça va être compliqué de s'y remettre. Il faudra être un peu suivi, un peu coaché, un peu accompagné par des personnes qui sont capables de donner les bons conseils pour le faire sans se faire mal. Et puis ensuite, je dirais, il y a un cercle vertueux qui doit être remis en place, mais c'est vrai que le duo gagnant, c'est l'alimentation et l'activité physique pour une raison très simple, c'est que la physiologie humaine n'est pas étudiée pour être sédentaire, pas du tout, du tout, du tout. J'entends souvent dire que les loups sont capables de courir 100 km en une nuit, mais il y a bien des humains qui auraient été capables de courir ça à l'époque du néolithique ou du paléolithique pour se déplacer d'une zone à une autre, pour chasser. Il y a encore des tribus dans des coins perdus de la planète encore préservés qui ont besoin de courir 30 ou 40 km pour récupérer un morceau de viande. Donc, on est fait pour ça, on est étudié pour ça. Donc, quand on nous dit qu'il nous faudrait avoir au minimum 20 minutes d'activité par jour en moyenne, c'est le minimum syndical, comme disent les spécialistes. C'est vraiment le minimum syndical. Et on n'est pas obligé d'aller chercher des choses compliquées, mais de la marche active, si possible transpirer un peu, avoir des petites activités de renforcement musculaire doux, de gymnastique douce un peu tous les jours, ça fait partie des choses dont on a besoin pour activer notre métabolisme. Voilà. Donc il y a un travail à faire qui doit travailler sur les deux de la bonne manière, et ça dépend de chacun. Tout dépend d'où on part. Voilà, une personne qui a une stéatose hépatique qui n'est pas très importante peut effectivement s'en débarrasser en 2 mois. Pour d'autres personnes, ça peut être beaucoup plus long. Donc c'est variable en fonction des personnes. Alors justement, sur cette question de s'en débarrasser, donc lorsqu'on a un foie gras, donc au bout de combien de temps, en faisant attention à son alimentation, peut-on espérer une amélioration? Est-ce qu'il est possible de revenir à un foie en bonne santé? Alors j'ai expliqué que vous avez au moins 60 pages dans votre livre sur la détox, mais voilà, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce côté-là? J'ai pas mal de questions sur ce sujet, de détox, de drainage, de jeûne, voilà. Est-ce qu'on peut essayer de répondre?
Bien sûr. Alors, concernant la stéatose, donc comme je le disais à l'instant, ça dépend de l'importance de la stéatose. Plus on a stocké de gras dans le foie, plus ça va demander du temps. Mais les améliorations peuvent être visibles. On voit, j'ai plusieurs patients qui ont des stéatoses avec des gamma-GT élevés. Et si on arrive à bien donner les bons conseils, à bien assister les patients dans le suivi de ces conseils-là, les gamma-GT descendent dès la première analyse de sang après la consultation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on règle la question, mais on voit que ça descend, on voit que c'est sur la bonne pente. Donc, il faut persévérer dans le temps. Donc, la première chose, c'est changer d'alimentation. Parler de jeûne virtuellement, ça semble très intéressant et de fait, les études montrent que c'est une solution possible. Maintenant, tout le monde n'est pas capable de jeûner, tout le monde ne le sent pas. Parfois, on a des métabolismes qui ne nous le permettent pas encore. Donc, on peut utiliser différentes formes de jeûne, comme les jeûnes intermittents, ou mieux, je dirais, les jeûnes glucidiques, c'est-à-dire, étant donné que vous avez consommé trop de sucre, trop de féculents, et que ça vous a amené à cet état de stéatose hépatique, de foie gras, eh bien, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous jeûnez de ces sucreries, de ces féculents, etc. Vous gardez les poissons, vous gardez pas trop de viande, vous cherchez à consommer davantage de fruits et légumes, de crudités, de choses comme ça, à faire fonctionner votre système digestif, et puis vous allégez votre repas du soir, et ça peut vous aider effectivement. L'activité physique vient en complément de tout ça. Voilà. Mais il faut savoir que le stade de la stéatose est réversible authentiquement. Le stade de la stéatohépatite, donc stéatose avec un foie enflammé, donc foie gras et enflammé, c'est plus difficile, mais c'est encore possible. C'est quand on atteint le stade de la cirrhose que là, par contre, on ne peut pas revenir en arrière. Si la cirrhose est suffisamment avancée, le foie ne fonctionne plus. On a tout un tas de symptômes liés aux problèmes de coagulation dont tu parlais tout à l'heure. Et là, par contre, on ne peut pas revenir en arrière. Mais quand on est seulement au niveau de la stéatose, il faut s'y mettre sans tarder, mais on peut obtenir de très très bons résultats et la littérature scientifique est très très claire là-dessus. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que je suis abonné à des journaux médicaux, évidemment. Et qu'est-ce que j'observe aujourd'hui? C'est que des laboratoires sont en train de travailler pour nous trouver des nouveaux médicaments pour neutraliser le NASH. Alors, moi, je vous dis que vous avez besoin de rien. Vous avez besoin de changer votre habitude alimentaire. Vous avez besoin d'avoir une activité physique. Alors que des labos sont en train d'investir des millions et des milliards pour essayer de trouver le médicament, la molécule qui vous permettra d'éviter le NASH, comme si on vous disait, ben voilà, on va vous filer un vaccin et vous allez continuer à manger n'importe comment et à rester le cul dans le fauteuil, à regarder la télévision 4 heures par jour. C'est complètement absurde. Alors que nous avons des moyens intelligents, c'est-à-dire qu'il faut stimuler l'intelligence du grand public, et chacun d'entre nous, nous avons autant de neurones, je le répète chaque fois, qu'un prix Nobel. Donc si nous avons autant de neurones, nous sommes capables de les utiliser, nous sommes capables de comprendre, mais le problème c'est que la télé ne nous l'explique pas, qu'on nous raconte beaucoup de salades sur ces sujets-là, alors que d'une manière simple, on peut vous l'expliquer, on peut répondre à vos questions, et on continue sur les questions. Oui. Il y avait des questions sur la détox, c'est ça? Oui, voilà, effectivement sur la détox, on va avoir des questions sur la détox, le drainage. On va parler notamment d'un protocole qui s'appelle de Monsieur Moritz. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Et puis, dans cette question détox drainage, il y a la question du jeûne. Comment jeûner? Est-ce que c'est intéressant? Voilà, combien d'heures? Alors, concernant la détoxication, c'est quelque chose de très sérieux et c'est quelque chose qui doit être fait correctement. Voilà, on entend, il y a beaucoup d'effets de mode de la détoxication. On parle beaucoup de menu détox où on va vous donner une petite salade avec de la pomme, du pamplemousse, un peu de fenouil. C'est très gentil, mais une détox, c'est pas ça. Une détox, c'est utiliser des doses phytothérapeutiques et de plantes spécifiques dont l'action sur le foie est connue. Alors, il y en a beaucoup. J'ai détaillé les principales et celles qui font partie de notre pharmacopée naturelle européenne dans le livre. Vous pourrez aller regarder, mais il y en a qui sont déjà bien connus. L'artichaut, le radis noir, je parlais du romarin, du chardon-marie. Il y en a énormément et toutes n'ont pas exactement la même façon d'agir sur le foie. Donc, la détoxication est un outil qui peut être intéressant pour réduire l'inflammation du foie, pour l'aider à réduire la partie inflammatoire, mais ce n'est pas les cures détox, même les meilleures, les mieux pensées, qui vont permettre de résoudre la la stéatose. La phytothérapie a pour rôle d'assister le foie, mais elle ne peut pas
augmenter sa dépense énergétique et faire démobiliser les graisses. Pour ça, il faut changer d'alimentation. Donc la détox est un moyen qui va aider à protéger le foie, mais qui ne résout pas tout. Même si certaines molécules, dont on a entendu parler d'ailleurs, comme la taurine, qui est un acide aminé soufré qui n'est absolument pas dopant, quoique son action puisse éventuellement le faire penser dans certains cadres, comme notamment ces fameuses boissons énergisantes. Voilà, j'ai parlé un petit peu de ça. La taurine elle-même, on en a besoin pour détoxifier tous les dérivés du cholestérol, c'est-à-dire qu'on fixe une taurine dessus pour le transformer en sel biliaire qui va permettre d'émulsionner les graisses dans la bile. Donc, ce n'est pas du tout une molécule qui est problématique. Par contre, elle aide à drainer le foie, elle aide le foie à faire ce travail de détoxification. Il y a certaines petites études qui ont évoqué qu'elle pourrait freiner ou arrêter le processus de stéatose, mais si vous continuez à manger n'importe quoi et à boire n'importe quoi, la stéatose ne s'arrêtera pas, même si vous avez beaucoup de taurine dans vos boissons. Donc la solution a peu de chances de fonctionner de cette façon-là. Donc il faut effectivement être capable de se faire conseiller sur la détoxification efficacement, voilà, et travailler sur l'alimentation, c'est absolument incontournable. C'est de là que vient le problème de stéatose hépatique dans la plupart des cas. Bien sûr, il y a les cas iatrogènes dont on a parlé, c'est un autre cadre. Mais si le problème vient de l'alimentation, la solution vient de l'alimentation. C'est comme le disait Hippocrate, il faut soigner la cause. D'abord, enlever la cause. Donc, c'est quelque chose d'important d'être réaliste sur l'effet réel des cures de détoxication. J'avais lu dans une de ces revues médicales dont tu parlais, une étude qui disait, ou un article qui disait, non, les cures détox ne font pas maigrir. Oui, oui, et alors ? Où est le problème? Ça n'a jamais eu pour vocation de faire maigrir qui que ce soit. Il y a encore des personnes qui vous disent sur Internet des âneries de ce genre-là. La détoxication ne fait pas perdre du poids, pas du tout, et elle ne solutionne pas davantage la stéatose hépatique. Elle aide le foie, elle peut faire baisser les gamma-GT, elle peut faire baisser les transaminases, ça c'est clairement démontré, mais par contre, elle ne favorise pas l'élimination de la graisse hépatique. Elle ne la provoque pas directement. Il faut changer d'alimentation et améliorer son entretien physique, c'est très important. Alors, pour être très concret, moi je dirais, vous allez supprimer le pain blanc, vous allez supprimer le riz blanc, vous allez supprimer les produits laitiers, pas la moitié, tous, sans exception, pendant 3 mois. Ça veut dire le lait, le fromage, la crème glacée, la crème brûlée, le yaourt qui ne sert strictement à rien pour votre santé, sauf la veille de votre départ dans l'au-delà. Je suis très clair là-dessus. Je n'ai pas changé d'avis. Et la seule solution, si vous voulez supprimer, réduire votre intoxication hépatique, si vous voulez aimer votre foie. C'est pas aimer le yaourt, c'est aimer mon foie. Le yaourt vous fait du mal. Le lait excessif vous fait du mal. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre un bon morceau de fromage de chèvre ou de brebis ou un bon morceau de très bon fromage de vache, bien entendu, mais pas tous les jours, pas 3 fois par jour, pas au petit déjeuner, au repas de midi et au repas du soir. Là, vous allez entretenir votre stéatose hépatique. Et en plus, le risque, c'est de faire, comme l'a dit Jean, cirrhose, fibrose, cancer. Nous voyons aujourd'hui des cancers du foie qui sont liés à l'alimentation. Pas simplement à l'hépatite B, pas simplement à un virus, pas simplement à l'alcool, mais qui sont liés à une transformation des cellules normales dans notre foie qui font qu'elles ne sont plus protégées par les cellules du système immunitaire. Et ça, c'est très grave parce que c'est l'alimentation qui est en cause, les mauvaises habitudes alimentaires. C'est pour ça que nous avons publié avant, avec Jean, tous les deux, nous avons publié Manger mieux et meilleur. J'avais publié Changer d'alimentation. Puis ensuite, Manger mieux à meilleur de 0 à 100 ans. Pour bien montrer que changer d'alimentation, c'est pas faire ceinture, c'est manger mieux et meilleur. Et là, c'est le foie. Et le prochain livre qui sortira en janvier sera sur les problèmes de l'immunité face justement aux virus et à tous les microbes de notre organisme qui sont en nous pour nous faire du bien, mais nous ne savons pas les utiliser intelligemment. C'est pas notre faute, c'est que nous ne sommes pas correctement informés. Merci. Alors, des questions. Alors, est-ce qu'on a répondu sur le jeûne? Parce que finalement, non, on n'a pas répondu sur le jeûne. Ouais. Je vous dis jeûner de pain blanc, jeûner de produits laitiers, jeûner de viande rouge en excès, jeûner de vin. Essayez de vivre un mois sans prendre d'alcool fort. Mais prenez un petit verre de vin à un repas par jour. Vous ne risquez rien. Mais un verre, c'est pas un litron. Un ballon, c'est pas un litron.
Il y a des façons aussi de mieux gérer sa consommation de boissons alcoolisées qu'on appelle le fameux Dry January, donc le janvier sec. C'est une très bonne idée, être capable d'avoir des périodes, une fois ou deux fois par an, de 4 semaines sans consommer la moindre boisson alcoolisée. C'est une bonne chose. On n'a pas forcément besoin de vin pour être en bonne santé, ni de bière et encore moins d'alcool fort. Donc être capable de s'en passer pendant quelques temps, c'est une bonne chose. Après ça, quand on veut parler du jeûne thérapeutique, là, il faut clairement se faire accompagner par des personnes qui savent gérer ça de manière sûre, surtout si vous avez des pathologies qui nécessitent la prise de médicaments, etc. Il faut être accompagné avec une consultation médicale, une personne qui dise feu vert, d'accord, ou alors feu orange, on va trouver une solution pour voilà, obtenir certains effets du jeûne. Bon, voilà, il y a des personnes, et je pense notamment à la fille d'Irène Grosjean, qui est médecin, qui travaille dans ce genre de cadre-là. C'est pas la seule. Hein. Je connais plusieurs associations de naturopathes qui travaillent plus ou moins avec des médecins, mais qui font ça de manière extrêmement sérieuse et cadrée. Si on veut vraiment utiliser le jeûne comme thérapeutique, il faut faire ça de façon structurée. Et je ne conseille pas de faire ça de manière un peu sauvage, entre guillemets. Donc voilà, mais c'est une solution qui fonctionne pour beaucoup de troubles métaboliques. Les diabètes de type 2, pas de type 1, ça c'est trop particulier, mais pour les diabètes de type 2, c'est possible, surtout si c'est débutant. Mais par contre, si les patients sont insulinodépendants, c'est plus compliqué. Donc il faut un accompagnement médical là-dessus. Ça n'est pas possible pour tout le monde. Ceci dit, c'est une solution possible. Depuis le début, ça fait presque 1h30 que nous travaillons, là, que nous discutons, et nous n'avons pas encore abordé les pathologies biliaires. C'est que d'ores et déjà, Lucie, moi je vous propose de faire un nouveau webinaire sur toutes les pathologies hépatiques, mais qui seraient liées strictement au problème de la bile. Vous voyez, les calculs biliaires, les problèmes des hépatites, des cholangites, etc., des hépatites auto-immunes qui sont des sujets très importants. Bon, peut-être que vous avez aussi des questions concernant les cancers du foie, Lucie, ou non? Oui, bon, j'ai eu quelques questions effectivement sur les nodules, sur les kystes, sur Oui. voilà. Alors, Mais oui. tout de suite, les kystes, c'est tout à fait banal. On dit des kystes biliaires, c'est pas très vrai parce que c'est pas de la bile qu'il y a dans le kyste. C'est un liquide très clair, très très clair, comme de l'eau. Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle une maladie génétique qui s'appelle la polykystose hépatorénale, qui touche à la fois le foie et le rein. Nous l'expliquons, nous avons même fait un dessin dans le livre pour expliquer cette polykystose hépatorénale. La polykystose est beaucoup plus dangereuse pour le rein, parce qu'elle peut le détruire complètement et imposer une greffe rénale, alors qu'une polykystose hépatique ne crée pas d'insuffisance hépatique grave. Il faut savoir que tant que nous avons à peu près 25% de fonction hépatique, ben c'est bon. Ça ne veut pas dire que les 75% restants ne servent à rien, mais c'est un cadeau, si vous voulez. C'est-à-dire que quand nous enlevons 75% du foie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 25% sont capables de régénérer sans aucun problème. Ils vont se reconstruire pour aller à 100%. Donc ça, c'est très important. Mais ça veut dire que nous n'avons pas aujourd'hui complètement aborder toutes ces pathologies qui sont très nombreuses. Il y a des pathologies chez l'enfant, il y a des pathologies évidemment chez l'adulte, chez la personne âgée. Donc je crois, Lucie, qu'il faudra absolument envisager un nouveau webinaire sur les pathologies biliaires. Vous avez d'autres questions? De toute façon, effectivement, je parlerai des webinaires que nous faisons à côté. Alors j'ai des questions, alors j'ai évidemment beaucoup de questions, on ne pourra jamais répondre à tout. Des questions peut-être juste sur les médicaments. J'ai une personne qui me dit la pilule contraceptive et le foie. Est-ce que ça, voilà, il y a des impacts? Et puis Lyme. Aujourd'hui, une publication américaine d'une famille qui dit nous avons perdu notre fille de 20 ans à cause de la pilule. Oui, soyons très clairs là-dessus. Pourquoi? Comment peut-on mourir de la pilule? Ben, tout simplement parce qu'il s'agit d'une quantité d'hormones très importante que la personne consomme. Cette quantité d'hormones importante, c'est pas le premier jour qu'il y a un problème. C'est quand il y a une accumulation qui est prise sur de longues années et il y a un risque d'embolie pulmonaire.
Pourquoi? Parce que ces hormones sont emboligènes, c'est-à-dire qu'elles créent la formation de caillots dans notre corps. Et si vous avez des caillots qui sont formés au niveau d'une jambe phlébite, au niveau de l'intérieur du ventre que l'on ne voit pas et que ce caillot se met à migrer et qui part vers le cœur, vous risquez de perdre la vie. On ne le dit pas suffisamment. Les laboratoires pharmaceutiques là-dessus sont de véritables coquins, en ce sens qu'ils n'expriment pas les dangers réels. Ça ne veut pas dire que je suis contre la pilule, ça veut dire que je suis contre les abus, je suis contre les excès, les prises non-stop à partir de l'âge de 14 ans ou de 15 ans, qui sont évidemment poussées par les laboratoires pharmaceutiques. Je vous en cite un et vous irez voir sur Internet quel est ce laboratoire. Il s'appelle Bayer Monsanto. Il est d'une puissance financière, d'une puissance de marketing absolument inouïe, et malheureusement, beaucoup de jeunes femmes se font complètement avoir en utilisant des consommations excessives. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la pilule, vous prenez un comprimé. Ce comprimé arrive dans votre estomac. De l'estomac, il va dans l'intestin. De l'intestin, il va traverser la barrière intestinale, il va arriver au foie. Seulement, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous avez d'abord une énorme dose d'hormones qui arrive dans le foie, que le foie va prendre cette quantité d'hormones et va libérer un radical particulier qui s'appelle le radical éthynyle, peu importe sa complexité, et pour libérer l'hormone qui va aller mettre l'ovaire au repos. Parce que qu'est-ce que c'est que la contraception? C'est mettre un ovaire au repos, faire que votre ovaire ne fonctionne plus. Et quand on vous fait des règles comme ça pendant la prise de la pilule, ce sont des règles qui sont totalement artificielles, à un point tel que vous avez des labos et même des gynécologues qui vous disent maintenant c'est fini, vous allez prendre la pilule en continu, et la pilule en continu, vous n'aurez plus de règles. Donc on pathologise les règles en disant c'est une pathologie, c'est pas sympa pour telle et telle raison, je ne vais pas le définir, le multiplier, mais sachez que prendre la pilule d'une manière constante, c'est dangereux. On devrait la prendre pendant 3-4 ans, mais vous avez des femmes qui la prennent pendant 15 ans, pendant 20 ans, responsables de problèmes au niveau du foie, responsables de problèmes qui sont heureusement la plupart du temps des problèmes bénins, qui sont des adénomes, des tumeurs bénignes du foie, qui rarement peuvent devenir des cancers, responsables d'hyperplasie hépatique, responsables également de cancer du sein, de cancer de l'utérus, de cancer de... Tout ça, on ne nous le dit pas. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on a fait que c'était une sorte d'obligation de consommer ces produits-là à partir de l'âge de 14 ou 15 ans. C'est totalement abusif, totalement abusif. Oui, nous parlerons effectivement de tout cela. Je pense aussi quand on parlera de l'endométriose pour notre prochain webinaire. Effectivement. Simplement, alors nous ne pourrons évidemment pas répondre à toutes les questions, mais est-ce qu'on peut essayer de synthétiser un peu la question de l'alimentation bonne pour le foie, les aliments consommés pour protéger le foie aussi. J'ai des personnes qui me demandent ça, Jean. Oui, bien sûr. Alors, déjà, je souhaitais répondre à une question qui a été posée très rapidement, mais oui. C'est important il y a deux questions, en fait. On vient de parler d'hormones. Et tu viens justement de dire que les estrogènes, les progestérones, toutes ces hormones sont métabolisées par le foie, elles sont catabolisées par le foie. C'est vrai aussi bien pour les hormones naturelles que pour les hormones artificielles. Il faut les éliminer régulièrement. Le problème qui se pose avec les prises d'hormones artificielles, c'est que ce sont des doses, comme tu l'as dit, qui sont de l'ordre de 50 fois plus importantes que la dose naturelle. Ça veut dire qu'on va donner 50 fois plus de travail aux enzymes hépatiques responsables de l'élimination de ces hormones. Et on sait que quand le foie travaille trop, cette élimination ne se passe pas bien et qu'il produit des molécules qui ont une information de type estrogénique amplifiée. Et on sait que les estrogènes, pour favoriser la maturation du follicule, permettant l'ovulation, eh bien, elles ont un côté un peu pro-inflammatoire. Et on sait que l'imprégnation estrogénique est responsable de pas mal de petits tracas. Alors, on vient de parler de choses graves, bien sûr, des kystes hépatiques, des problèmes de cancer du sein, du corps de l'utérus, des cancers de l'ovaire, qui sont des cancers qui sont considérés comme hormonodépendants. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on va bloquer les récepteurs des estrogènes pour les personnes qui ont ces cancers-là. On utilise le tamoxifène dans ce but-là, ce qui est appelé d'ailleurs malhonnêtement hormonothérapie. Eh bien,
le foie doit éliminer régulièrement ses estrogènes et quand on prend une pilule, on lui donne beaucoup plus de travail. Et on se rend compte très souvent que les femmes qui ont pris la pilule pendant longtemps, quand elles décident d'arrêter, elles ont souvent des règles difficiles, des règles hémorragiques, avec souvent une hyperémotivité au moment des règles qu'on appelle dysphorie prémenstruelle ou syndrome prémenstruel, douleur au ventre, douleur dans le dos, douleur au niveau des seins, migraine cataméliane dont on a parlé tout à l'heure, et tout ça, c'est généré par un problème de déséquilibre hormonal qui n'est pas forcément très très bien compris dans la littérature scientifique, mais qui, quand je vois des patientes qui présentent ces problèmes-là, elles ne viennent pas forcément me consulter pour ça, puisqu'elles viennent me consulter pour la nutrition, je ne sais faire que ça, j'en tiens compte dans mon bilan et je tiens compte du fait que le foie a besoin d'un travail de détoxication. Et on met en place des changements alimentaires adaptés, bien sûr, et on met en place aussi une détoxication. Et systématiquement, les choses s'arrangent progressivement. Il faut un certain temps, il faut plusieurs mois de changement alimentaire et de détoxication, mais les choses s'arrangent. Il y a moins de syndrome prémenstruel, moins de ces maux de tête. Les migraines cataméniales, c'est un peu plus compliqué, mais ça s'améliore bien. Donc, il y a une réelle efficacité de ces traitements-là. Et d'ailleurs, c'est référencé aussi dans les études. Donc, il y a des liens, évidemment, entre le fonctionnement du foie et le métabolisme des hormones. Donc, il faut tenir compte de ça quand on est confronté à ces problèmes. Maintenant, l'autre chose qui m'avait mis la puce à l'oreille, on a posé la question de la cure de Moritz ou de la cure de Clark, dont on entend beaucoup parler sur la toile. Voilà, des personnes qui donnent des témoignages extraordinaires, qui montrent des photos de kystes biliaires qui ont été éliminés, etc. Alors, j'ai bien détaillé ça dans le livre, donc je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus, mais il faut bien comprendre que cette cure n'a aucun, mais strictement aucun effet détoxifiant, et de par ce qu'elle contient, elle ne peut avoir physiologiquement, j'ai fait le travail pour vous, donc je vous propose de nous faire confiance sur ce sujet, mais il n'y a aucune raison qu'elle ait le moindre effet détoxifiant. Alors, c'est possible qu'elle ait un effet de chasse biliaire, mais ça s'arrête là. Quant aux fameux kystes biliaires, aux fameuses lithiases biliaires plutôt, ou cailloux biliaires qui sont éliminés et qui sont souvent arborés de manière un petit peu spectaculaire dans ces cures-là, ça a été étudié. Ce sont des kystes qui contiennent de l'acide oléique, c'est-à-dire de l'huile d'olive, émulsionnés avec la bile. Ce sont des cailloux qui contiennent de l'huile d'olive et de la bile, et si vous les exposez à peu près à une température de 40 à 50 degrés, on voit qu'ils fondent. Donc ça n'est pas du tout des lithiases biliaires. Quand on dit qu'on prend du piment pour élargir le cholédoque, du vinaigre de cidre ou du pamplemousse pour élargir le cholédoque, etc., c'est n'importe quoi, ça n'est pas possible. Si vous faisiez vraiment ça, les kystes viendraient se coincer dans le cholédoque et provoqueraient une obstruction biliaire extrêmement douloureuse, extrêmement dangereuse. Il faut savoir que ces cures-là, Moritz et Clark, c'est à peu près la même chose. Hein. Les sels d'Epsom, c'est plus ou moins des laxatifs. Voilà. Donc, vous regarderez dans le bouquin, on a bien détaillé ça. Mais ce sont des cures qui ne détoxifient pas. Au mieux, vous aurez une chasse biliaire. Peut-être ça va vous donner une petite diarrhée et vous débloquer un peu le transit, mais ça n'est pas une cure de détox. Et il y a parfois des personnes chez qui ça s'est mal passé et qui ont fait des cholangites ou des cholécystites, c'est-à-dire des inflammations du cholédoque ou de la vésicule biliaire. Donc, moi, je déconseille de les faire. Je ne les ai jamais conseillés à qui que ce soit. Quand je dois travailler sur la détoxication, je travaille avec de la phytothérapie, éventuellement d'autres micronutriments, et puis surtout beaucoup sur l'alimentation, donc en réduisant l'alcool, le sucre, les féculents raffinés, en augmentant les fruits et les légumes de saison. Je limite un peu la consommation des fruits exotiques qui sont souvent quand même assez sucrés. Voilà. Et puis en augmentant l'activité physique. Et puis les aliments qui ont des effets positifs sur le foie, on vous en a cité quelques-uns, mais toute la famille des radis, radis noirs, la roquette, le pissenlit en salade, l'endive, les choux, les brocolis, même les choux de Bruxelles, c'est moins apprécié en général, c'est un peu plus fort, mais même les choux de Bruxelles contiennent de ces composés soufrés qui peuvent stimuler le foie. Il y a des graines qui font partie de la famille des choux comme par exemple la moutarde, voilà, le wasabi, il y en a beaucoup d'autres. Voilà, qui contiennent des composés soufrés qu'on appelle des glucosinolates qui peuvent stimuler le foie, réduire l'inflammation au niveau hépatique. Il y a plein de choses très très intéressantes à aller chercher dans l'alimentation. Et puis les tisanes, vous pouvez très bien, si vous avez une belle plante de romarin dans votre jardin, le romarin stimule le foie. Voilà, on va la voir.
La bardane. L'artichaut. La bardane. Voilà, la bardane aussi, Ouais. il y en a d'autres. Voilà, le romarin, l'artichaut, le radis noir, la bardane. Voilà, l'artichaut, j'avais Voilà, bien on peut les retenu, en effet, utiliser j'aime bien. Donc... L'artichaut. Voilà. Voilà. Donc, oui, il est très très bien illustré. Ce qui est très intéressant dans l'alimentation végétale dans les végétaux, c'est que toutes les saisons contiennent d'une façon ou d'une autre, proposent d'une façon ou d'une autre des aliments qui peuvent stimuler le foie. On peut citer le navet, on peut citer la roquette, on peut en citer tellement. Il y en a dans toutes les saisons. Donc il faut intégrer ces aliments-là. Et d'ailleurs, ça peut même, alors il ne faut pas que j'oublie d'ailleurs l'ail, l'oignon, l'échalote, le poireau qui sont très intéressants aussi. Voilà. Alors, il faut les réintroduire et c'est très intéressant de voir d'ailleurs que les personnes dont le foie est fragile supportent mal justement ces aliments-là pour une raison assez. Ah, zut, il est parti. Ah. Il est parti, on ne le voit plus. Ah, ouais. Bon, est-ce que je peux peut-être en profiter Ah, bah. Allez-y. Ouais, je pense qu'il a des soucis de. Est-ce que, professeur, on peut parler de Lyme et du foie, de la maladie de Lyme et du foie? Ouh, alors là, vous rentrez sur un sujet qui est extrêmement complexe. Ça a coupé, me revoilà. La maladie de Lyme, elle peut toucher tous les organes. Elle peut aussi, il faut faire très attention parce que quand vous êtes piqué par une pique, c'est arrivé pour plusieurs de mes petits-enfants, et où la famille a été tout de suite affolée, vite, il faut donner un traitement antibiotique. Non, pas du tout. Il faut évidemment enlever correctement la tique et il faut vérifier pour savoir s'il y a ou non l'apparition d'un érythème sur la peau, un érythème qui est migrant, qui part un peu partout. Non, je pense que il faut faire très attention avec la maladie de Lyme. Il faudra d'ailleurs que nous fassions un webinaire, mais ce qu'il faudrait, c'est faire le webinaire avec mon collègue, le professeur Perron. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'homme clé, en ce sens qu'en France, c'est la référence, exactement comme le professeur Raoult est la référence pour le virus dont on nous parle, bien qu'il soit poursuivi par le Conseil de l'Ordre et par je ne sais qui encore. Eh bien, le professeur Perron est le véritable responsable et le connaisseur de cette maladie de Lyme. Donc, c'est avec lui que nous essaierons de monter un webinaire pour pouvoir justement répondre à toutes ces questions. Maintenant, c'est vrai que la maladie de Lyme peut atteindre le foie, comme elle peut atteindre le niveau musculaire, elle peut atteindre au niveau cérébral, beaucoup d'endroits. C'est assez complexe, donc je dirais que je parlerai de maladie de Lyme au niveau hépatique un peu comme d'une hépatite auto-immune, vous voyez, c'est-à-dire où le système immunitaire du foie va se retourner contre le foie et va créer une inflammation hépatique, un peu ce que disait Jean tout à l'heure avec l'alimentation pro-inflammatoire. C'est vrai que nos habitudes alimentaires, celles qui nous sont fournies, je dirais sans nous en rendre compte, par la publicité, parce que nous avons des réflexes sans nous en rendre compte. Nous consommons beaucoup trop, comme dit la publicité. Et si j'avais un conseil à donner ce soir déjà, c'est ayez une forte augmentation végétarienne, mais pas pour manger des pommes en compote ou des compotes de fruits, pour manger des fruits frais, pour manger des salades, pour manger des légumes et des légumineuses et savoir les faire cuire quand il faut les faire cuire avec la cuisson à la vapeur douce. On en a déjà fait plusieurs webinaires. Voilà, moi je crois que il faut absolument que nous fassions un autre webinaire, Lucie, sur le foie et en particulier le problème de la bile, parce qu'on n'a pas parlé de la vésicule biliaire, on a parlé des voies biliaires, mais on n'a pas parlé des lithiases, on n'a pas parlé des lithiases du cholédoque, on n'a pas parlé... Et puis aussi les maladies auto-immunes et le foie, les hépatites, les maladies auto-immunes. On m'a posé beaucoup de questions. Mais déjà, si vous avez le livre, vous pouvez commencer à le travailler. Ça ne se lit pas comme un roman, bien évidemment. C'est quelque chose qui est très précis, qui est assez pointu. Et n'hésitez pas à poser des questions ensuite, que vous envoyez par mail, ou bien nous nous reverrons lors d'un prochain webinaire. Et s'il faut, on en fera encore d'autres. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, je peux effectivement en parler. Alors, il y avait aussi des questions sur le rôle du foie dans l'anémie. Ça va être... voilà, parce qu'il y a beaucoup peut-être de femmes qui ont des problèmes d'anémie et qui nous demandent le lien du foie avec tout ça. Jean, je ne vous entends plus quand vous disiez. Oui. Ah oui, voilà. J'ai cru que vous aviez essayé de parler. Je suis bien là, non. Je suis bien là,
Donc effectivement, ça c'est une question qui est quand même assez beaucoup revenue aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de répondre sur le foie et l'anémie? Oui, alors, dans l'anémie, je vais dire les choses de manière simple. Ça veut dire que soit il y a une hémorragie, c'est-à-dire la femme perd du sang par les voies génitales ou bien par voie digestive, ou bien alors il y a une destruction excessive des globules rouges et ça peut se faire au niveau de la rate. On dit que la rate est le cimetière des globules rouges. Donc, il faut qu'elle soit un cimetière normal, c'est-à-dire quand un globule rouge arrive à ses 3 mois de vie, 4 fois 12, c'est 120 jours, eh bien, c'est 4 mois de vie, je veux dire, eh bien, à ce moment-là, il a fini sa vie, ce qui est tout à fait normal. Mais si par contre, vous avez une destruction plus importante des globules rouges qui sont détruits avant d'arriver à leur fin de vie, vous allez avoir trop de destruction et donc une apparition excessive de bilirubine. Et cette bilirubine, il faudra l'évacuer par la bile, nous en avons parlé, mais il peut y avoir parfois un excès de formation et parfois aussi une obstruction plus ou moins importante ou la formation de calculs qui peuvent se faire, calculs sur la voie biliaire, calculs sur la vésicule biliaire dont nous reparlerons dans le prochain webinaire. Merci. Donc de toute façon, effectivement, j'ai noté peut-être un webinaire sur les pathologies biliaires, l'hépatite, les maladies auto-immunes et le foie aussi. Il faudrait voir. En tout cas, effectivement, donc de notre côté, j'ai essayé d'expliquer donc déjà sur le chat, mais vous, professeurs, vous avez fondé une association qui s'appelle Famille Santé Prévention et qui regroupe en fait toutes vos actions de santé, de prévention, donc dont les webinaires. Effectivement, vous avez sur le site de Famille Santé Prévention les prochains webinaires dont nous avons parlé. Et nous prenons donc parce que j'anime également les webinaires du professeur et de Jean, donc les idées sont prises en compte. Donc nous avons parlé effectivement vendredi, il y a vous professeur et vous-même Jean a animé un webinaire gratuit sur garder la ligne et le moral dans cette période de confinement avec le Covid. Et puis, il y en a également un sur l'endométriose et un sur la maladie de Crohn qui sont programmés, ainsi qu'un sur les super aliments que sont les fruits à coque, parce qu'on pense toujours qu'on doit aller chercher très très loin les faux super aliments, mais on en a déjà fait un gratuit sur le chanvre et il est sur la chaîne YouTube du professeur Henri Joyeux, mais aussi les fruits à coque. Voilà, on pourrait parler de tous ces sujets de prévention et de santé pendant encore très longtemps. Je signale à tous ceux qui ont des questions de santé d'ailleurs non répondues que en devenant membre correspondant de l'association Famille Santé Prévention, vous avez la possibilité d'envoyer les questions de santé au professeur. 32 questions aujourd'hui, voyez-vous. Voilà. Ouais, depuis ce matin. Voilà. C'est ça, il y a énormément de sujets. En tout cas, voilà. Sachez que les prochains webinaires du Rocher sont sur des sujets qui sont divers et intellectuellement passionnants. C'est les mardis, donc comme je vous disais, comme c'est moi qui de toute façon anime les webinaires du Rocher et les webinaires du professeur et de Jean, vous n'aurez jamais à choisir. C'est ça qui est bien. Donc du coup, vous aurez la semaine prochaine un webinaire sur la neurodiversité, les personnes et surtout les enfants neuroatypiques, donc tout ce qui est 10, donc les enfants 10, les enfants autistes, les enfants hypersensibles, avec toute la question de la douance. Donc là, c'est avec Claire Stride. Donc c'est voilà, elle a écrit un livre qui s'appelle Ingérable ou atypique, qui est absolument passionnant. Je l'ai lu intégralement, il est très très bien. Après, vous en aurez un le 1er décembre sur les éoliennes. Pour ceux que le sujet de l'écologie intéresse, nous avons le spécialiste des éoliennes et qui va expliquer que c'est vraiment une face noire de la transition écologique. Voilà, il s'appelle Fabien Bouclé et ce sera le 1er décembre. Donc, et puis, je ne sais pas, professeur, si vous la connaissez, mais nous faisons un webinaire sur les reins aussi, avec le professeur Corinne Isnar-Bagnis. Néphrologue, oui. Voilà, qui est néphrologue. Donc, sur les reins. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui doivent être dialysées, ou voilà, si vous voulez en apprendre plus, en fait, sur vos reins, n'hésitez pas à venir le 8 décembre. Vous verrez l'intérêt, d'ailleurs, de bien connaître les pathologies rénales, dont certaines sont liées au gluten.
Vous avez une pathologie, c'est la maladie du Berger d'ailleurs, qui est une maladie passionnante, qui a été découverte par un Français qui s'appelle le professeur Berger, qui n'est plus de ce monde, mais qui est très très intéressante parce que c'est l'excès de gluten qui peut donner une pathologie rénale. Vous voyez, du mauvais gluten, bien entendu. Je ne parle pas du gluten de glucunion. Hein, oui. Celui-là, il y a vous voulez dire des blés anciens, oui, des blés anciens, qui est un gluten beaucoup plus digeste, en effet. Donc effectivement, voilà. Et enfin, le dernier webinaire de l'année pour le Rocher, en tout cas, ce sera avec Nathalie Lévy, qui a écrit un livre qui s'appelle Courage au cœur et sac à dos sur le rôle des aidants en fait, de la transmission intergénérationnelle. Donc elle raconte son histoire avec sa propre grand-mère et sa maman. Donc elle formait voilà une bonne équipe toutes les trois. Et donc je pense que voilà ça peut être intéressant d'essayer d'y réfléchir ensemble pour comment mieux accompagner nos aînés. Voilà, sachant qu'elle n'avait pas du coup fait le choix de mettre sa grand-mère en maison. Voilà, eh bien, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis. Désolée de ne pas avoir pu poser toutes les questions. Voilà, c'est tellement... de toute façon, cet organe est passionnant et vous en avez quand même réalisé... Vous avez quand même réalisé un livre de... je vois 346 pages quand même sur le sujet. Donc, ouais, voilà. Donc, voilà, effectivement. Et, en fait, la plupart des questions que tout le monde m'a posées, les réponses sont dedans. Hein, toutes les protocoles en phytothérapie, en détox. Mais votre corps vous demande beaucoup d'amour et si vous le connaissez bien, vous verrez que vous irez de mieux en mieux. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, donc, ce webinaire est bien enregistré. Oui, pardon, professeur. Merci Lucie et merci Jean. Et donc, à très bientôt. Oui, voilà, à bientôt. En tout cas, nous retrouvons tous les trois vendredi pour ce webinaire Garder la ligne et le moral. Et puis, à tous ceux qui suivront les webinaires sur le Rocher, eh bien, je vous reverrai également. Voilà, le webinaire est bien enregistré pour répondre de nouveau et vous aurez accès au replay, à l'enregistrement de ce webinaire. Probablement dès la fin de la semaine, vous allez sur le site des éditions du Rocher et vous renseignez l'adresse mail d'inscription, de votre inscription à ce webinaire et vous aurez le replay. Voilà, merci, bonne soirée à tous. À bientôt, merci Jean, merci. Bonne soirée à tous. À bientôt. À bientôt.